Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de Sud Radio après le multiplex, après le grand direct. C'est bien place au MAG Sud Radio pour développer toute l'actualité sportive avec Alexandre Priam, bien sûr, fidèle au poste. Voilà, qui est rentré de La Rochelle par un train express. Et puis toute l'équipe, LGV. Julien Thomas qui nous rejoint et Philippe Spanghero également. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Eh ben ouais, on est content de vous avoir bien sûr. On est content aussi de vous avoir sur les réseaux sociaux. On rappelle quand même que les auditeurs qui nous écoutent, et ils sont nombreux, sont les bienvenus. D'abord au téléphone au 0826 300 300. 5 centimes l'appel. Oui, bah c'est vraiment cadeau. Et puis ensuite également sur les réseaux sociaux le hashtag SRR. Tout à fait, et une question d'ailleurs qu'on vous pose sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Selon vous, après 5 victoires en cette journée, le RCT peut-il espérer les phases finales? On rappelle le calendrier: déplacement à Lyon, réception de Toulouse, déplacement à l'UBB, réception de Pau et puis déplacement au Racing. Donc 3 réceptions sur les 5 dernières journées. Et vous votez non, c'est trop compliqué pour l'instant à 82%. Moi j'ai voté oui, ils peuvent le faire. Mais est-ce que je suis peut-être trop optimiste? On n'est que 17%. Oui, effectivement. On va en reparler bien sûr. Et on a déjà évoqué ça un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Mais quand même, analyser et répéter, peut-être rappeler les résultats à chaud. En début d'après-midi, Toulon a battu Clermont. Mais rappel avec vous Alexandre des résultats de cette 21e journée, des 4 matchs que nous avons suivis dans ce multiplex Sud Radio. Il y a eu un match renversant, c'était ce Montpellier-Biarritz avec des Montpelliérains qui étaient menés 22-14 à la pause et qui ont infligé un 23-0 ensuite et s'imposent donc 37-22. Victoire de Brive face à Castres 28-12. Point de bonus offensif pour les brivistes. Pas de point de bonus offensif pour La Rochelle qui bat le Racing 92-19-0. Le premier essai du match est arrivé à la 78e minute de jeu, un essai de 100 mètres conclu par Thomas Bergeon. Et puis enfin, la section paloise menait aussi, on va dire assez largement, François, avant de plus de 10 points. De trembler. Avant de trembler vraiment, 27-22, et un point de bonus défensif mérité pour l'USAP. Oui, et triplé de Jordan Joseph, on y reviendra. On analyse d'abord peut-être le résultat, celui entre ces deux gros que sont La Rochelle et le Racing. Et la bonne opération, Julien Thomas, pour les Rochelais quand même, qui réintègrent le top 6. Mais Dieu que ce fut dur et tendu. Dur et tendu, et surtout 19-0. Je pensais pas que les Franciliens n'auraient pas mis un point peut-être à Marcel de Flandre. Franchement, c'est un gros résultat déjà pour La Rochelle au niveau comptable et classement. Un match pas forcément abouti de bout en bout pendant 80 minutes, mais qui montre certaines valeurs, et face à une écurie qui était de ce top 6 et qui est quand même une armada en ce moment très en confiance comme le Racing. Donc je pense que la défense a montré présent au niveau rochelais, et surtout les ambitions qu'ils ont envie de mettre, et surtout cet essai qui a été magnifique dans ce match à la 78e. Qui a été long à arriver. Un match qui fut très dur et tendu. Oui, tout à fait. Justement, Philippe Spanghero est avec nous, bien sûr, Philippe. C'est vrai quand même qu'on est peut-être parfois exigeant sur l'antenne de Sud Radio, mais est-ce qu'on ne pouvait pas attendre un petit peu mieux de ce match quand on voit des Rochelais, des Racingmen qui n'ont inscrit qu'un essai à la dernière minute et qui ont fait quand même un nombre incalculable de mêlées, Alexandre. Oui, un nombre incalculable de mêlées, avant de laisser la parole au grand Philippe Spanghero. Juste pour vous dire, oui, effectivement, il y a eu 25 mêlées et 26 touches. 9 sur 17 en mêlée du côté du Racing. Match assez tendu. Est-ce qu'on a raison de faire un peu la fine bouche et est-ce que vous partagez ce point de vue, Philippe ? Oui, on a raison. Bonsoir à tous d'abord, et merci Alex pour le grand Philippe Spanghero. C'est une bonne entrée en matière, tu me diras combien je te dois. J'apprécie quand tu me mets en scène comme ça. Facture, tu sais. Ok, bien sûr. Non, mais bien sûr qu'on a de quoi être un peu plus exigeant que ça, parce que c'est deux des équipes qui prétendent au top 6, qu'on attend en fin de saison. Et puis, même s'il y a eu cette trêve internationale, on attend autre chose. On commence à ressentir là le parfum des phases finales qui approchent. Ce qu'on peut saluer, c'est l'efficacité défensive de ces Rochelais, parce que on a vu des Racingmen quand même venir taper fort en première période. Donc il y a une grosse défense de La Rochelle qui explique aussi et une discipline aussi qui explique ce score nul
du côté du Racing, mais il y a aussi beaucoup de déchets et d'inefficacité offensive du côté du Racing et un manque d'ambition offensive de La Rochelle qui doit aussi falloir gommer parce que, encore une fois, si proche des phases finales, ça passera plus en étant si peu ambitieux en termes de production. Ouais, est-ce que c'est nous qui sommes aussi plus exigeants parce qu'on vient de passer justement 8 semaines de tournoi à destination et de rugby international où on a vu quand même des belles choses, hein. Voilà, c'était pas du hurrah rugby qu'on a vu, mais on a vu des matchs de haute intensité. Et là, on a eu l'impression quand même de retomber dans un match où il y avait quand même les acteurs pour faire un grand match et on a vu un match un peu poussif quand même, hein. Enfin très, en tout cas haché, Philippe. Oui, non, mais encore une fois, non, je pense pas qu'on soit fine bouche. On parle quand même, alors même si cette saison est très différente de la précédente du côté de La Rochelle, on parle d'une équipe qu'on a laissée la saison dernière finaliste du championnat et finaliste de la Coupe d'Europe, et on parle à côté d'une équipe comme le Racing qui a eu des hauts et des bas cette saison, mais qui est revenu dans une dynamique plutôt positive et qui fait partie de ces très grosses écuries du championnat. Donc, elles doivent proposer autre chose à ce moment de la saison. Donc, il y a eu beaucoup de fébrilité, beaucoup d'inefficacité, qui explique un match pas très agréable à regarder, ni à commenter. Messieurs, j'ai compati à vos écoutants. Et heureusement qu'il y a cet éclair avec cet essai à 2 minutes de la fin, cette relance de l'embut pour nous donner un peu de baume au cœur. À 6 journées de la fin, Julien Thomas, c'est l'enjeu qui explique ça, ces équipes un peu tétanisées. Oui, il y a l'enjeu, la sortie du tournoi Destination, on va dire les grands joueurs de chaque écurie qui sont peut-être fatigués aussi, qui étaient remplaçants ou pas présents, ou alors comme à Toulon qu'on a pu commenter cet après-midi, était titulaire comme Villiers, mais il y a quand même bien sûr de la fatigue, et alors que l'écurie et l'équipe s'est préparée justement pour arriver dans le sprint final. Donc il va y avoir à un moment donné, bien sûr, cette 2-3 matchs, je pense, un petit peu de latence au niveau de la stratégie, c'est-à-dire pas trop s'exposer, pas perdre des points facilement. Peut-être en récupérer à l'extérieur, même si c'est pas une victoire, mais des points de bonus défensifs qui vont compter et seront primordiaux à la fin de saison. Et après, il va y arriver les 4 derniers matchs où là, par contre, là, c'est le challenge et le match est lancé jusqu'à la phase finale et jusqu'au final. Et pourtant, sur ce match précisément, on a vu un gros, dans le sens fort, Winnie Antonio, qui a permis, et il n'était pas le seul évidemment, à cette mêlée de La Rochelle, de faire un carnage quand même. Quand la mêlée du Racing fait un 9 sur 17, c'est très rare vraiment. Oui, stat impressionnante, c'est la stat du match selon vous, oui. Julien? Oui, pour moi, oui, c'est la mêlée. Mais les phases statiques, c'est fondamental. On a vu encore une fois avec même Toulon, La Rochelle. Et là aussi, d'ailleurs, la mêlée était le régulateur du match. Hein. Tout à fait, et ça te permet soit de gagner des mètres si tu vas en touche, soit de prendre 3 points, soit de marteler quand même un paquet d'avant psychologiquement aussi, et ce défi physique en plus de 8 contre 8 des avants est vraiment important. Donc oui, la mêlée, je pense, de La Rochelle a fait des dégâts dans les têtes des Racingman. Oui, effectivement, ça vous a impressionné aussi la performance, Philippe Spanghero, du pack Rochelais quand même, qui a malmené son vis-à-vis. Ouais, ça m'a impressionné, d'autant que le Racing est quand même une équipe costaud sur ses fondamentaux. Et ce qui m'a impressionné malgré tout, c'est la fraîcheur et à quel point le retour des internationaux a pu peser. On parle de Winnie Antonio, mais le match d'Aldrit aussi quand même. C'est surprenant de voir les joueurs revenir d'une période aussi intense. En plus, avec le titre au bout, on aurait pu attendre un relâchement, et ça montre aussi le caractère l'état d'esprit de ces joueurs, qui sont pas des joueurs d'équipe de France ou de club, qui ont bien compris qu'ils étaient les deux, que les clubs qu'ils ont laissés pendant 8 semaines avaient besoin d'eux. Parce que je trouve que dans l'attitude, voir des joueurs aussi impliqués, c'est quand même remarquable, et ils ont été importants, notamment du côté de La Rochelle ce soir. Les joueurs, ils ont toujours été, historiquement, même quand les relations entre ligue et fédération n'étaient pas au beau fixe, ou en tout cas pas aussi apaisées qu'elles le sont actuellement et qu'elles l'ont été pendant ce tournoi 2022, les joueurs, ils ont toujours joué le jeu. Mais est-ce que, Julien Thomas, vous qui êtes un entraîneur, jeune entraîneur, mais entraîneur, est-ce qu'il faut faire jouer ces joueurs qui sortent du tournoi, qui ont vécu des
des grandes émotions, donc beaucoup d'intensité émotionnelle, et qui reviennent entre guillemets aux affaires courantes. Est-ce qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas qu'il y ait un sas un peu de décontraction, parce qu'on a vu qu'il y avait des stratégies différentes selon les clubs. Tout à fait, mais c'est ça la difficulté, mais c'est surtout connaître ton joueur, connaître un petit peu son tempérament, sa motivation, son caractère, et je pense que enfin c'est ce qui se produit dans les clubs, c'est que les mecs qui reviennent de l'équipe de France, les managers, les entraîneurs discutent de suite avec eux. Est-ce que c'est vraiment une grosse fatigue? Parce qu'il y a la charge émotionnelle de ce qui vient de se passer au niveau équipe de France, et certains ont une charge nostalgique, c'est-à-dire tu vis à intensité très très haute et tu sors de là comme quand tu reviens de vacances, et ben tu reprends le boulot et tu as envie d'être encore en vacances en gros, donc tu es un peu nostalgique de tes vacances, et là c'est pareil parce que tu as vécu quelque chose de très fort, et les autres qui se disent non, moi j'ai envie d'aider l'équipe parce qu'on a besoin d'avoir les points, on a besoin que j'amène aussi pour l'équipe cette fraîcheur et garder ce niveau international avec son équipe. C'est ce qui s'est passé avec Antonio, Aldrit et d'autres qui jouaient aujourd'hui. Donc il faut connaître son joueur quand tu es entraîneur et savoir discuter avec lui pour chercher la bonne formule. Ouais, mais on imagine que les joueurs, c'est quand même tous des bons mecs et qui voilà, ils ont envie aussi de privilégier leur club, et quand ils rentrent, ils disent oui, je suis prêt à jouer. Mais est-ce que là, on n'est pas entre guillemets en train de peut-être les cramer, Philippe? Là, c'est des choix très difficiles à faire pour moi du point de vue des staffs. Il y a des clubs qui peuvent se permettre de laisser souffler un peu plus que d'autres, et encore, c'est même pas vraiment le cas parce que la course au top 6 est importante. Donc, c'est pas évident. En tous les cas, c'est des choix particuliers parce qu'une chose est sûre, c'est que ces joueurs-là, ils vont avoir besoin de couper avant les phases finales. Y a eu. Mais s'ils ne coupent pas aujourd'hui, ils couperont bientôt, quoi. Il faut qu'ils coupent bientôt. Donc, et bientôt, il y a quoi? Il y a la Coupe d'Europe. Bientôt, il y a la Coupe d'Europe. Donc, c'est des choix compliqués à faire vis-à-vis des clubs. Après, il y a la solution de ne pas les laisser reposer du tout, mais avec le risque qui est quand même que ça casse, parce que on est monté haut en intensité pendant cette trêve du tournoi. Et encore une fois, même si les joueurs ont vraiment envie de jouer le jeu avec leur club et de s'impliquer à 100%, dans les têtes, il y a quand même, au-delà du physique, il y a besoin d'un petit sas de décompression, je le crois. Donc, ce sera à chaque club de voir en fonction de comment se présente la fin de saison et de la course au top 6 surtout, parce que c'est surtout ces joueurs-là qui sont concernés dans ces clubs-là, que les choix seront faits. Mais je crois que ça, il faut vraiment être dans le vestiaire et voir l'attitude des joueurs. Les managers ont assez de vécu pour savoir au contact des joueurs à quel moment il faut vraiment les mettre au repos. Ouais, on va bien sûr revenir sur les autres matchs, mais restons quand même sur ce point encore une petite minute avec vous, parce qu'il y avait aujourd'hui les Toulonnais qui ont joué, Gabin Villière, Jean-Baptiste Gros. Il y avait côté La Rochelle, Antonio titulaire, Aldrit Danti remplaçant. Vous êtes d'accord? Damien Penaud était remplaçant aussi. Tout à fait. Toulon, La Rochelle, je le fais de mémoire parce que je suis assez facile. Il y avait côté Perpignan, il n'y en avait pas. Pau, il y en avait. Non, si, Melvin Jaminet ne jouait pas. Il était 25e. Il était en civil, certes à Pau avec l'équipe, mais pas sur le terrain. En tout cas, préservé. Il y avait Willem C et Awas côté Montpellierin. Et ce soir, il y aura à Bordeaux, il y aura Woki qui sera deuxième ligne, titulaire deuxième ligne, et Lucu également qui sera titulaire. Donc on va dire, pour l'instant, il y avait une dizaine de joueurs qui ont été concernés par la journée. On va dire, on les a pas trop épargnés, et on comprend que les clubs en aient besoin, mais ça peut être un pari un peu risqué quand même. Oui, et je peux juste rajouter, la composition de Toulouse est tombée. Oui. Alors la composition, Neti, Movaca, Aldeguerre en première ligne, donc on a déjà Movaca qui est dans ce groupe-là. La deuxième ligne, Arnold Méafond, troisième ligne, Tolofoa. Flamand est en troisième ligne. Là aussi, lui, il était dans le groupe France, donc ça fait déjà 2. On peut rajouter Thomas Ramos, qui a navigué. Voilà. Julien Marchand est sur le banc. Baye est sur le banc. Dupont est sur le banc. Tamac est sur le banc. On a donc 4 joueurs sur le banc et 3 sur le 15 de départ. Ouais, on peut comprendre quand même de réinjecter du rythme pour les remplaçants de l'équipe de France. Je pense à Flamand et Movaca. Ça paraît plutôt cohérent, messieurs. Julien.
Oui, ça paraît cohérent et surtout que c'est un match à la maison. Toulouse doit récupérer des points à tout prix, donc ça il y a pas de sujet. Mais c'est surtout que quand même tu joues à Le bel domicile, titulaire aussi, tes je l'ai oublié. partenaires, tes partenaires sont présents, tes supporters viennent voir ces joueurs-là aussi, et du coup quand même il faut que tu puisses aligner. Par contre c'est à domicile, on verra le prochain match si ça tourne pas pour les faire reposer. Je pense qu'il y a des stratégies quand même de managers qui peut-être les récupèrent de suite et les mettent parce qu'ils sont encore dans la dynamique et l'euphorie de ça et très très affûtés. Par contre, tu peux pas aller jusqu'à une finale, admettons, sans les faire reposer. Donc, une stratégie en fonction des calendriers de chacun. Ouais, donc je le dis juste, hein, un seul joueur est mis au repos du côté de Toulouse demain soir, c'est Gelon. Sinon, ils sont même 5 sur le banc. J'ai oublié Cross, Marchand, Baye, Cross, Dupont, Tamac sur le banc et dans le 15 de départ, Movaca, Flamand, Lebel. Et Thomas Ramos. Oui, c'est du cas par cas, Philippe Spanghero, mais c'est vrai que c'est une gestion délicate et on comprend aussi, vu l'engagement que met Anthony Gelon sur chacun de ses plaquages, qu'il soit un peu laissé au repos, Philippe. Oui, mais ça fait peut-être aussi partie d'une stratégie et d'un poste où le Stade Toulousain est un peu plus fourni et peut se le permettre. Après, c'est vrai que ce que je trouve délicat, en fait, je le disais, mais il y a autant l'aspect psychologique et mental que physique pour moi. Et en fait, ces joueurs remplaçants, ok, certes, mais ils reviennent à peine d'un titre et ils ont enchaîné une préparation de match. Donc, en s'entraînant cette semaine, en étant avec l'équipe, en préparant ce match, donc ils vont être un peu préservés physiquement, mais ils coupent pas réellement, en fait. Oui. Et en fait, pour moi, le sujet, c'est vraiment cette coupure d'une semaine de vacances ou d'arrêt du rugby. Et je crois que ce sera un sujet important dans la gestion de cette saison des staffs avec ces joueurs qui ont joué tous les matchs. Les joueurs remplaçants, pour moi, c'est même nécessaire de les faire jouer parce que les joueurs sont des compétiteurs et ils sont peut-être un peu sur la frustration. Thomas Ramos, à mon avis, la seule chose qu'il attend, c'est de jouer, d'avoir des sensations et d'enchaîner les matchs. Quand tu vis pendant des semaines au contact de l'équipe en t'entraînant et que tu n'as pas le temps de jeu que tu espères, la seule chose que tu attends, c'est de revenir. Et je pense qu'il fera un bon match de même parce que cette frustration, elle doit être positive. Mais après, il y a vraiment ce sujet de cette coupure psychologique qui est aussi importante pour moi que l'aspect physique et qui va être pas facile à gérer pour ces staffs, on le répète, qui ont tous des objectifs. Il y a la course au top 6, c'est quand même difficile et on aura besoin de ces joueurs internationaux. Alors pour la parenthèse, je sais pas si on y reviendra, mais on a parlé des Bordelais ce soir et donc on peut voir que Woki est titulaire à nouveau avec son club en deuxième ligne. Alors qu'avant le tournoi, son manager disait que pour lui, c'était pas une deuxième ligne. Donc, la preuve, il a un peu changé d'avis. Oui, il faut s'adapter aussi aux concurrences et on comprend, hein, ça a été une mauvaise période pour l'UBB, on va y revenir d'ailleurs dans l'avant-match et il y a eu 5 défaites depuis le mois de janvier pour l'UBB, autant dire que ça presse et qu'il faut essayer de retrouver toutes ces forces vives pour essayer de rétablir un petit peu la situation. On va nous aussi faire une pause parce qu'on a besoin de faire une pause, on subit une énorme pression et donc on va revenir dans un instant, c'est plus court comme pause mais on est nous aussi des athlètes de haut niveau. Tout à fait. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. 19h22 si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on parlera de toute l'actualité sportive. On sortira un petit peu du rugby pour élargir notre tour de l'actualité avec nos consultants, Julien Thomas, Philippe Spanghero, avec Alexandre Priam aussi, avec vous, les auditeurs Sud Radio. Mais nous débriefons toujours les premiers résultats de cette 21e journée du top 14. On rappelle la bonne opération de La Rochelle qui a battu le Racing 19-0. La bonne opération de Toulon en début d'après-midi qui a battu Clermont 32-22. Le succès de Montpellier face à Biarritz, succès difficile, 30-22. Succès 21-12 de Brive face à Castres. Castres qui revient bredouille de Brive. Et puis la victoire de la section paloise 27-22 face à Perpignan. Messieurs, est-ce qu'il y a un petit résultat que vous voudriez faire ressortir? On a parlé de La Rochelle. Peut-être Julien Thomas en dehors de La Rochelle. Oui, en dehors de La Rochelle, mais quand même qui a failli faire l'exploit, c'est quand même les Biarros. Ils menaient 14-22 au GGL Stadium à Montpellier.
une première mi-temps vraiment exceptionnelle et aboutie avec un Montpellier qui était pris dans tous les secteurs. Mais après, voilà, la puissance de Willem C d'ailleurs, qui était capitaine, qui revenait, on en parlait du sujet de l'équipe de France, Foursan qui était mais encore une fois au pied vraiment adroit, et puis ils sont revenus à 37-22, mais des Biarros honnêtement qui ont montré des vertus dans cette première mi-temps qui aurait pu, parce que chaque année Montpellier il y a une équipe un peu plus de bas de classement qui vient faire un coup au GGL Stadium. Et je pensais qu'ils allaient le faire, les Biarros, en voyant cette première mi-temps qu'ils avaient réalisée. Tu m'as envoyé des messages, t'étais pas confiant, hein? Ouais, j'étais pas confiant parce que l'année dernière c'était Pau d'entrée de championnat. L'année d'avant où il y a eu l'USAP avant qu'ils descendent, qu'ils viennent vraiment alors qu'ils n'avaient rien à jouer, gagner au GGL, qui nous plombe aussi une saison. Au MHR et honnêtement je voyais le BO là cette fois-ci être l'équipe qui était du bas de classement aller gagner chez le premier et en plus en voyant la première mi-temps, hein. Ouais. Mais Philippe Spanghero, c'est un scénario qu'on a déjà vu, hein. Biarritz à l'UBB par exemple avait fait une très belle performance et puis souvent les Biarros se font rattraper dans les 10 dernières minutes ou dernier quart d'heure. C'est arrivé déjà et pourtant ils jouent bien, hein. Oui, il joue bien, mais on en a parlé souvent. C'est vrai que cette équipe, elle a su qu'elle montait très tard. Elle a quand même un manque de profondeur de banc et de densité physique peut-être qui fait que ça craque en fin de match et ça se cache quand on est dans le turnover, dans les remplacements et qu'elle a peut-être pas le banc pour rivaliser. Donc c'est vrai qu'on a vu ce scénario plusieurs fois. En tous les cas, c'est quand même important, malgré ce que le président du club a dit il y a quelques semaines, en disant que voilà, aujourd'hui, ils étaient déjà tournés vers la Pro D2, qui préparaient la Pro D2. C'est significatif de voir ce caractère collectif et ces joueurs qui lâchent rien, alors même que leur président les a déjà condamnés. Donc, ça peut quand même être de bon augure pour une reconstruction la saison prochaine s'ils descendent. Ça, c'est quand même intéressant. Moi, le résultat que je relève, c'est plutôt celui de Perpignan, qui était quand même dépassé dans ce match contre la section paloise et qui revient avec beaucoup de caractère en fin de match, qui prend un point précieux et donc là, qui se sauve quasiment pour moi après la défaite de Biarritz ce soir de la relégation directe et qui là aussi quand même fait preuve de beaucoup de caractère pour aborder une fin de saison qui va être aussi délicate pour assurer son maintien en top 14. Ouais, et puis on peut d'ailleurs, puisqu'on parle de ce match Pau-Perpignan, 27-22 pour les Palois, souligner quand même le triplé de Jordan Joseph. Au-delà de l'aspect, on va dire, comptable, ça souligne aussi le retour en forme de ce jeune joueur, grand espoir quand même du rugby français, de cette génération des moins de 20 champions du monde il y a 4 ans, et qui est quand même en train de retrouver des couleurs à Pau, hein, Julien Thomas. Exactement, surtout l'arrivée de Piccheroni, qui le connaît très bien, qui était son entraîneur chez les moins de 20 et qui connaît très bien ses qualités, très bien comment le faire une gestion et le manager, et en le faisant venir à Pau, il savait très bien que par rapport à ce style de jeu, ça allait correspondre ça lui correspondre à Joseph. Mais c'est là aujourd'hui, honnêtement, il a fait un gros match dans l'activité, dans les intentions défensives, surtout aussi dans l'implication par rapport au collectif. Souvent, il essaye peut-être un peu trop individuellement et aller trop loin dans ses actions, mais là, il a trouvé des solutions et il y avait de la continuité autour de lui aussi, donc il est en train de progresser. Je pense qu'il lui fait du bien, Piccheroni, à la section paloise. Voilà, on va revenir avec vous, messieurs, sur l'actualité. On va parler de handball dans un instant avec le Phoenix de Toulouse, hein, qui est en train d'aller vers les sommets européens. On en parle bien sûr juste après la pause sur Sud Radio. Alexandre, vous avez des choses à rajouter? Non. Non. J'ai hâte d'avoir votre tour de table de l'actualité. Mais tout à fait, mais je vais vous le donner en direct, bien sûr. Allez, à tout de suite, messieurs. Et bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio pour donc vivre toute l'actualité sportive et notamment l'actualité rugby, 21e journée du top 14. Ce soir à 21h, le Stade Français reçoit l'UBB sous pression, 6 points de retard désormais sur Montpellier, puisque on le disait, les Montpelliérains l'ont emporté face à Biarritz. Autre succès important pour une équipe qui revient fort, c'est le RC Toulon qui a battu Clermont 32-22. Pas de bonus offensif. Non, pas de bonus offensif, mais un RCT qui se rapproche malgré tout des phases finales, hein. La tâche sera immense, mais ça reste possible. On va écouter Franck Azema au micro de Mathias Merlot. Pour lui, l'efficacité aujourd'hui a eu un rôle majeur.
Ça tient pas à grand chose. Après, ce qui est sûr, c'est que par contre, quand on a été près des lignes, on a été très réaliste. Quand on est rentré dans cette zone-là, on a été capable de gagner la vitesse, de gagner la course, de gagner le contact. On aurait pu marquer une fois de plus quand Gabin repart. Et je pense que si là, par contre, on score, ça aurait été très intéressant. Mais malgré tout, c'est surtout là-dessus que ça s'est fait la différence. Oui, la différence effectivement face à une équipe de Clermont qui rentre bredouille et qui peut avoir quelques regrets, l'ancien club de Franck Azéma. Effectivement, et qui voit d'ailleurs Toulon revenir à seulement 2 points de retard maintenant sur les Clermontois, des Clermontois qui pour eux ont peut-être fait une croix aujourd'hui sur les phases finales. Le constat dépité de Morgane Parra au micro de Mathias Merlot. C'est un coup d'arrêt parce qu'on prend 0 points. Maintenant c'est pas fini, on le sait. Bien sûr, on était venu avec des intentions de vouloir prendre au moins 1 point, voire gagner. Malheureusement, on repart avec 0. Puis on ne pouvait pas prétendre sur ce match, hormis peut-être les 20 dernières minutes, à avoir des points et prendre des points ici. Voilà, on sent effectivement tout le désarroi de Morgane Parra après cette défaite 32-22. Messieurs, que retenez-vous de ce match ? Peut-être Philippe Spanghero, le renouveau entre guillemets de Toulon ou au contraire Clermont qui s'enlise ? Clermont qui s'enlise, non, parce que c'est quand même à l'image de leur saison. Ils ont été très fébriles à l'extérieur, les Clermontois, cette saison. Donc non, je retiens plutôt le renouveau du RCT. On sent un collectif retrouvé. Il y a cette victoire pour moi à Biarritz, un peu fondatrice, où on l'avait dit après le match, j'ai senti pour la première fois la prise de conscience de ces joueurs et ce collectif qu'on n'avait pas ressenti. Et depuis, il y a des joueurs importants, on en a parlé plusieurs fois cette saison. Mais il y a un joueur comme Sergio Parissé qui a quand même tenu la baraque pas mal en l'absence de joueurs importants et des internationaux. Et puis là, il y a le retour d'un joueur important dans le vestiaire qui est Charles Olivon. Serein est revenu à. Il y a un bon niveau, Edzebet aussi. Un bon Edzebet. Qui est sorti blessé. Qui va quitter le club, mais qui malgré tout a envie, j'ai l'impression, de mouiller le maillot. Donc voilà, c'est plutôt ça que je retiens. Alors on a parlé du sondage qu'on a lancé pour savoir si le RCT pouvait atteindre les 6. Pour moi, ce sera quand même un peu compliqué, mais en tous les cas, ça reste une saison de transition pour le RCT. On a parlé il y a quelques semaines à peine de maintien. Là, je crois qu'on n'est plus là du côté du RCT et que l'important, c'est de bien finir la saison collectivement. Et avec des matchs de ce niveau-là, je crois que le RCT finira bien et dans une atmosphère plus apaisée pour travailler dans la sérénité, pour construire un projet pour les saisons qui arrivent. Oui, en fait, si je vous suis, vous pariez pas votre maison sur le RCT dans le top 6, mais peut-être une cabane en Lego de vos enfants ou un petit truc comme ça. Enfin, ça peut-être. Je parie. Ta maquette avec des allumettes. D'accord. Je parie la dinette de mes filles dont je veux plus. Voilà. Ça oui. On peut d'ailleurs récupérer dès demain à Balma. ma maison, non. Non, mais pourquoi plus sérieusement? Parce que je regarde Philippe, aussi. Tu disais comme ça ils finissent plus apaisés vu la situation qui va arriver, Pierre Mignoni, etc. Je ne sais pas si ça va apaiser plus qu'autre chose. Non, mais en fait, si tu veux apaiser, parce qu'à Toulon, il y a toujours un contexte très particulier à l'extérieur. On a vu la pression des supporters, etc. Là, en fait, c'est pas tant le niveau de Toulon aujourd'hui qui me fait dire qu'ils n'y arriveront pas. C'est le calendrier de fin avant les. Parce qu'ils jouent que des équipes qui vont batailler pour le top 6. Et donc ils se déplacent en plus 3 fois, ils reçoivent que 2 fois face à que des gros. Donc cette fin de calendrier pour le RCT, elle est compliquée. Donc c'est pas le niveau de Toulon aujourd'hui qui me fait dire qu'ils n'en sont pas capables. C'est juste qu'ils ont laissé beaucoup trop de points en route. Mais je me dis que quand même il vaut mieux finir en ayant retrouvé un caractère collectif et une dynamique de victoire. C'est toujours quand même plus agréable, même s'il y a du changement de staff, même si il y aura du mouvement à l'intersaison pour préparer la suite.
Oui, effectivement. Et attention quand même, parce qu'il reste 5 journées. C'est vrai qu'ils ont un calendrier très, très ardu. Mais on se souvient que le Stade Français l'an dernier a fait une remontée un peu comme ça. À 5-6 journées, on les voyait pas aller dans le top 6 et finalement, ils avaient terminé dans les qualifiables. Ouais, 6e, effectivement, dans les derniers instants de la saison régulière. On va peut-être enchaîner sur le tour de table de l'actualité. Messieurs, Julien, qu'est-ce qui vous a fait réagir cette semaine? Allez, on sort du rugby, on ouvre ses chakras et on essaye de parler de toute l'actualité. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Alors, je suis parti sur le foot. Je suis parti sur la qualification pour la Coupe du Monde, sur les barrages en demi-finale, qui était l'Italie face à la Macédoine du Nord. Et cette équipe d'Italie qui a perdu les hommes de Marco Verratti 1-0 à la 93e minute dans les arrêts de jeu, et qui du coup sont éliminés pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Donc impressionné, parce que c'est quand même les champions d'Europe en titre, et puis surtout les tifosi sont exacerbés. Oui, mais ça fait quand même 2 fois d'affilée. Exactement, en 2018. Oui, est-ce que le champion d'Europe ne doit pas être de facto à la Coupe du Monde? Moi, je me pose cette question. Là, il n'y sera pas. Non, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre dans les statuts que le champion d'Europe doit être qualifié automatiquement? Oui, mais les Italiens, quand ils perdent au foot, c'est pas non plus une mauvaise nouvelle. Hein, je veux dire, voilà, c'est pour l'affiche, c'est pas terrible, mais enfin pour nous, c'est depuis 2006, pas mal. Quand ils nous l'ont entre guillemets presque volé, c'est une catastrophe la Coupe du Monde pour eux. Je crois qu'ils ont pas gagné un match depuis 2006. Non, mais il faut toujours. 2004, ils sont pas sortis des poules. 2018, absent, et puis là encore pas qualifiés. Vous êtes jeune, mais moi j'ai connu 78. Vous voyez, j'étais jeune en 78 et j'ai vu ça devant ma télé quand on s'est fait malmener par les Gentile, les Tardelli et tout ça là, tout ça qui voilà. Les Ravanelli, Non, Ravanelli c'était après, mais toute cette génération là, on était rien nous les Français. Ils nous ont marché dessus à chaque fois en nous tirant les maillots, en malmenant, en maltraitant Platini. Et donc sincèrement, pour moi, j'en connais pas les raisons, mais ça me gêne pas du tout. Je sens très peu d'empathie. Non, j'ai pas d'empathie. Voilà, c'est un très beau pays de football, mais en tout cas, bon, mais en tout cas, François, ne t'inquiète pas, ils y seront pas. Comme ça, t'es tranquille. Mais pas de passe droit. En tout cas, pour le champion d'Europe, il doit se qualifier. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe? Je suis mitigé parce que je trouve que pour le prestige de la compétition, ça peut paraître très bizarre que le champion d'Europe en titre ne soit même pas qualifié. Après, je trouve ça, il y a toujours des surprises énormes quand même dans ces tournois de qualification aux Coupes du Monde. C'est ce qui rend aussi cette compétition magnifique. Mais c'est vrai que sur le papier, comme ça, que le champion d'Europe en titre, quand on sait que c'est a priori d'un point de vue du niveau, la plus grosse compétition internationale, que le champion n'y soit pas, ça paraît particulier. Et puis à titre personnel, bon, je suis un peu italien, donc j'ai quand même pour le coup un manque d'objectivité. Et je salue quand même Julien, parce que les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais il a quand même un hommage à ce cataclysme italien, mis le maillot, et ça c'est. Ouais, mais on va dire, on peut nous voir, hein, bien sûr, sur l'appli Sud Radio, donc on peut voir le beau maillot de la Squadra Azzurra de Julien Thomas. Mais moi, je trouve que c'est pas un beau champion d'Europe, l'Italie, parce que mais pour moi, c'était l'Espagne qui devait, et non pas parce que j'ai des ascendances très lointaines avec l'Espagne, mais parce que je trouvais que c'était une équipe qui a mieux joué au football et notamment contre l'Italie. Il y a une revanche après dans la Ligue des Nations. Tout à fait. Mais je veux dire, sur ce match contre l'Italie à l'Euro, si ma mémoire est bonne, c'est quand même l'Espagne qui a mieux joué au football. Les autres, c'était une victoire un peu de raccro. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et en toute neutralité, parce que vraiment, je regardais ça avec beaucoup de recul et de distance, hein, comme à chaque fois d'ailleurs. Toi, t'as pas un avis? Moi, je te rejoins. Je serais plus pour l'Espagne, honnêtement. Ouais, mais non, mais je suis plus emballé par la jeunesse espagnole. Je suis d'accord. Non, mais sur le style de jeu, le style de jeu, etc. L'Espagne. Moi, je respecte beaucoup trop ce jeu italien qui sait gagner, en fait. Mais non, visiblement, ils savent pas gagner. Ils viennent de gagner quand même l'Euro, donc. On va pas. Ils ont des carences. Là, actuellement, ils ont des carences sur les attaquants. 32 tirs, 5 cadrés. Enfin, il y a plein de choses. 32 tirs, 5 cadrés, c'est grave quand même. Ah oui, c'est grave, surtout en équipe nationale quand même. Donc ils ont tellement de carences que du coup ils ont perdu la Macédoine du Nord quand même.
Ben ouais, c'est vrai que ça fait mal, et ça dit aussi quand même que dans ce sport-là, que l'on connaît peu et qu'on regarde comme, on va dire, des amateurs de sport, il y a quand même une homogénéité croissante entre les nations. Une équipe il y a quand même beaucoup de ces joueurs-là, des petits pays qui sont quand même capables de résister à des très fortes nations parce qu'ils évoluent dans les championnats étrangers. Ils sont quand même de plus en plus performants. Voilà, mais on va pas non plus peut-être épiloguer, même si voilà. Mais il n'empêche que ça sera triste de ne pas voir l'Italie. Je suis d'accord avec toi, mais pas non plus très triste parce que on n'a pas oublié non plus tout ce que l'on a vécu. Le tour de table de l'actualité continue sur Sud Radio. C'est le MAG, bien sûr, 19h39. Vous êtes avec nous sur Sud Radio et la parole est à Philippe Spanghero, notre consultant Sud Radio. Qu'est-ce que tu as retenu, Philippe, dans l'actualité ? Alors moi, je suis pas très léger sur les sujets d'actualité en ce moment. J'ai retenu l'actualité, l'épisode du Grand Prix de F1 en Arabie Saoudite, qui a été remis en question ces dernières heures avec des attaques dans le pays de rebelles yéménites. Et en fait, ça met en lumière, pour moi, on attendait la décision des pilotes et on en a parlé jusqu'à 2h du matin. Ouais, et donc il y avait beaucoup d'interrogations sur la tenue de ce Grand Prix ou pas, et ça m'a amené une réflexion qui est de dire qu'on en parle quand même régulièrement en ce moment dans nos tours d'actualité entre tous les événements extrasportifs et la place des sportifs dans tout ça, qui pour moi deviennent de plus en plus délicates parce que malheureusement les grandes compétitions sportives, elles se jouent dans les pays où il y a beaucoup d'argent, et c'est des pays qui d'un point de vue diplomatique, politique sont pas toujours irréprochables, et aujourd'hui on demande à des sportifs de se positionner. Il y a eu le premier sujet pour moi autour de la tenniswoman chinoise juste au moment des Jeux, où on a attendu pas mal de la réaction des athlètes des pays, et puis il y a eu l'Ukraine il y a quelques semaines, et là il y a l'Arabie Saoudite dans un conflit avec le Yémen, et en fait j'ai pas de vérité par rapport à ça. Mais je pense que les grands sportifs mondiaux dans les années qui arrivent vont être dans des situations parfois très délicates parce que ils sont des ambassadeurs et des porte-paroles importants, et on va leur demander de se positionner dans ce genre de sujet, et ça doit être très très délicat pour ces grands sportifs qui doivent aussi se focaliser sur le sport, d'avoir la bonne attitude et sans pour autant prendre trop parti. Donc là, le communiqué de presse des pilotes est plutôt laconique. Il y a pas grand chose à dire, mais en tous les cas, encore un événement sportif majeur qui est impacté par des enjeux qui dépassent très largement le cadre sportif. Ouais, et on peut ajouter d'ailleurs que la séance de qualification est interrompue et que Hamilton vient de reprendre. Ouais, et qu'Hamilton n'a pas vraiment brillé. Ah non, il n'a pas passé tout simplement la Q1. Voilà, il a été éliminé. La Q1 pour les gens qui connaissent pas. En gros, il va partir 16e. Voilà, les 16 premiers se qualifient en Q2. Il a terminé 17e. La Q2 qui a commencé avec l'accident de Mick Schumacher. Voilà, gros accident qui a stoppé les qualifications pendant de longues minutes. Voilà, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Le tour de table de l'actualité. Moi, ce que j'ai retenu, avant bien sûr de passer à la suite de l'actualité où on va parler de handball et du Phoenix Toulouse, eh bien moi j'ai retenu la retraite, on va dire précipitée, précoce de Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale du tennis féminin. Alors déjà, coup dur pour le tennis féminin qui tenait, semble-t-il, une numéro 1 mondiale un peu plus stable, et puis qui avait quand même un style un peu différent, un physique un peu différent, et qui avait peut-être un capital sympathique qu'elle pouvait peut-être développer. 3 titres du Grand Chelem pour cette athlète. Roland Garros, elle avait gagné Melbourne, ça faisait 44 ans qu'une athlète, une tenniswoman australienne n'avait pas gagné à domicile, elle l'a fait. Et elle avait gagné également Wimbledon, et puis elle arrête à 25 ans. Alors qu'est-ce que ça dit ? Moi j'ai la sensation que ça dit que c'est un sport très usant, et qu'à 25 ans, peut-être en étant pro depuis plus de 10-12 ans, puisque ça commence très très tôt dans le tennis, il y a une forme d'usure et puis on dit bye bye, un peu comme Borg l'avait fait à 26 ans à l'époque, pour une époque que les moins de 20 ans ne connaissent pas, certes, mais voilà, ça m'interpelle un petit peu sur... Tu parles d'usure physique ou psychologique ?
peut-être et des voyages, peut-être psychologique, mais je pense que c'est un combat mental tout le temps. Oui, c'est aussi dur, je pense, de mener cette vie-là. Et donc, quand on voit les grands champions comme Nadal qui arrivent à revenir et à faire une longue série d'invincibilité après X mois d'arrêt, et qu'on la met un petit peu en contraste avec la retraite anticipée là de Barty, c'est vrai que voilà, ça, je me dis qu'il y a peut-être un truc quand même dans ce tennis qu'il faudrait peut-être un peu changer. Je sais pas ce que vous en pensez, Julien, Philippe. Non, moi j'en pense que c'est tellement exigeant. Tu commences très tôt. C'est un peu comme les gymnastes ou les nageurs. Ou les nageurs. Déjà tu excelles, tu fais des JO, t'es même pas majeur. Tu es dans le monde pro, enfin entre guillemets, parce que c'est des sports individuels. T'es pas. Mais je veux dire, tu es déjà sur des compétitions de très très haut niveau, alors que tu es très très jeune. Tu es dans l'adolescence presque, et que tu excelles. Donc tu es sur la plateforme de l'exigence au quotidien. Tu voyage en plus dans le tennis de partout dans le monde. Peut-être elle avait envie, mais voilà, elle avait fait le tour et son rôle peut-être je connais pas sa vie familiale, mais en tant que tenniswoman, peut-être elle a une vie de maman. Elle voulait faire une vie autre que donc peut-être. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle veut juste vivre à côté de chez ses parents au sud de Brisbane et voilà, c'est ce dont elle rêve. Peut-être pour continuer à faire le tour du monde, etc. Pour prendre le plaisir, je pense que il y a des choix. Et que c'était le sien, ouais. Ouais, mais c'est aussi l'équation à résoudre pour les sportifs pros et pour c'est de garder toujours le plaisir quand même. Quand à 16 ans, t'as des sponsors, t'as des sollicitations médias, t'as des séances photos tous les jours. Mais si tu vas et que tu vas en reculant faire du tennis ou à l'entraînement, même s'il y a des médias ou des sponsors, non, mais il faut se rendre compte qu'une joueuse de tennis de 16 ans qui a déjà un niveau professionnel, elle a déjà, je sais pas, 7-8 sponsors. Il y a de la demande, il y a de l'exigence de la part de ces sponsors qui doit être difficile à gérer aussi. Ouais. En tout cas, c'était l'une des infos fortes de la semaine et elle interroge et je suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour le circuit féminin du tennis. Numéro 1 mondial qui part. Ouais, tout à fait. Numéro 1 mondial qui part au sommet de son art. Je pense que depuis Björn Borg, on n'en avait pas vu comme ça. Il y avait eu le départ de Martina Hingis très jeune, mais là aussi c'était un peu différent. Ouais. Mais c'est vrai il y avait eu Monica Seles aussi, mais elle avait été poignardée. Mais là, comme ça, c'est vrai que ça fait penser à ce qu'on avait vécu avec Borg, même si. Mais est-ce qu'elle reviendra? C'est pas Borg. J'allais dire définitivement, ou peut-être elle peut revenir. On ne saura pas. On saura pas. Dans le circuit. Voilà. Il y a effectivement le départ en retraite. C'est le footballeur américain là qui est revenu là. Tom Brady, ouais, lui, il arrêtera. Oui, mais lui, il a pas 44 ans. Il a 44 ans. Ouais, mais enfin, il a fait une courte retraite. Oui, c'est 2 mois. C'est des vacances. Mais tu vois, et Julien Thomas, dans une demi-heure, il nous fait bon, les gars, je suis désolé. D'y penser, Alexandre, tu vois, tu lances le sujet, j'étais à 2 doigts de. Josh Valentine à Béziers, il est plus vieux que toi. Allez, on se retrouve on se retrouve dans un instant. Non pas que je veux couper l'herbe sous le pied de Julien. Si tu veux faire ton annonce, tu peux. Non, mais tu fais bien. Réfléchis pendant la pause parce qu'on revient dans un instant. On va parler de hand avec le Phoenix Handball qui va connaître les belles émotions de la Coupe d'Europe dans quelques jours. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Allez, dans le MAG sur Radio, bien sûr, pour parler de tous les sports. Dans un quart d'heure, on parlera du tournoi des 6 nations féminins de rugby qui débute. Mais pour l'instant, on parle de hand avec le Phoenix Toulouse Handball qui est engagé en European League, mais surtout en Liqui Moly Star League, Alexandre, parce qu'il joue ce soir. Et pour en parler avec nous, c'est Philippe Dallard qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Le Phoenix Toulouse qui joue bien ce soir, on est d'accord dans quelques minutes. Qui joue à Istres, à Provence. Exactement, dans un petit quart d'heure. Voilà, c'est une belle saison que vous vivez quand même au Phoenix Toulouse. Oui, Phoenix Toulouse, pardon. Puisque vous occupez, je crois, la 6e place du classement. Ouais, 5e ex-aequo avec un match en moins. C'est un championnat qui est très serré, on le sait, dominé bien sûr par nos amis parisiens qui vont sûrement faire une année encore sans perdre un seul match. Mais derrière, plusieurs équipes sont là pour essayer de conquérir les places européennes. Et nous, pour la 2e année consécutive, on va essayer de se battre pour terminer dans les 5 premiers, ce qui ne sera pas une chose aisée. Mais en tout cas, on met tous les ingrédients pour continuer cette aventure tant au niveau du championnat de France, mais aussi, comme vous l'avez dit en amont,
de profiter de cette épopée européenne qui nous tend les bras et qui nous attend. Ben oui, on va en parler parce que quand même, il se passe quelque chose du côté du Phoenix Toulouse et du handball à Toulouse. C'est pas facile quand même d'exister entre le Stade Toulousain et le TFC, Philippe Dallard. Oui, on est habitué à vivre la rude concurrence des sports de haut niveau avec nos amis, notamment du foot et du rugby. Au-delà de ça, il y a 7 clubs pro sur l'échelle toulousaine, mais c'est vrai que le Stade Toulousain et le TFC, au-delà de leurs excellents résultats cette année, sont aussi les porte-drapeaux, mais on arrive à marier nos ambitions à leur côté. Et c'est aussi la force de ces clubs toulousains de pouvoir, à tour de rôle, prendre un peu de lumière et aussi de profiter de leur expérience. Et de remplir le Palais des Sports, ce qui n'est pas une mince affaire à Toulouse. Pourtant, vous êtes en passe de le faire, notamment pour la réception de Benfica, et pas pour rien, parce que c'est tout simplement un match de phase finale de Coupe d'Europe. C'est la 2e Coupe d'Europe, l'European League, et vous allez recevoir un club qui a d'autres moyens que les vôtres. On fera un peu le comparatif, mais c'est un grand rendez-vous européen que va vivre le Phoenix. Oui, c'est la 4e épopée depuis l'histoire du club en Coupe d'Europe, et c'est celle qui nous amène cette année au plus haut avec effectivement ce 8e de finale contre Nogre de Lisbonne, qui est aujourd'hui une équipe qui est habituée à jouer la Ligue des Champions et qui est vraiment ce qui se fait de mieux dans le schéma européen. Donc on va se frotter justement à de grands joueurs. On est à la fois motivé, à la fois très lucide sur ce qui nous attend, mais très concentré sur la mission. Alors effectivement, il y aura un soutien populaire. On l'a connu pendant des années. Depuis 2 ans, cause Covid, on s'est retrouvé avec des salles un peu plus difficiles à remplir. Mais là, effectivement, il y a une ferveur populaire autour de ce match, avec l'ambition aussi de permettre au club, outre d'avoir un petit peu de lumière, c'est de continuer à grandir. Vous attendez combien de personnes au Palais des Sports, C'est mardi, mardi soir 20h45 au Palais des Sports, on est d'accord? Ouais, exactement, mardi 20h45. Je pense qu'on sera à guichet fermé. Si tout va bien, on sera à guichet fermé d'ici demain, j'espère. Ça veut dire combien de spectateurs dans ce Palais des Sports? Alors, la configuration est à 4000 places. D'accord, 8e de finale aller. Et il y aura ensuite un retour le mardi suivant chez les Portugais. C'est Alexandre disait, c'est un rapport, on va dire, de force qui vous est pas favorable si on parle d'un point de vue budgétaire. Est-ce que sportivement, vous avez des chances de franchir ce cap? Heureusement, si je dis le contraire, j'ai mon coach qui va me sauter au cou, et le contraire serait, l'inverse serait vrai aussi. On sait qu'à ce moment de la saison, on est une équipe un peu éreintée. Ce soir, on joue notre 37e match depuis le début de saison. Je ne sais pas si vous imaginez. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est même sûrement un peu trop. Donc, on sait très bien que ce match-là, il va se jouer. Bien sûr sur des détails, il va jouer sur la ferveur populaire au match aller, il va jouer aussi sur les critères du moment. On prie tous les matins pour qu'il n'y ait pas de cas Covid qui viennent au milieu de nos vestiaires. Et puis on sait très bien que dans ces moments-là où on n'a rien à perdre, il faudra faire, au-delà du sport et au-delà de la technique et de la capacité des joueurs qui sont au niveau pour réaliser l'exploit, il faudra mettre un peu de folie et sûrement un peu de ferveur et jouer un peu aussi avec les coudes. C'est ce qui nous attendra là-bas, c'est ce qui va nous attendre aussi à domicile. On est prêt, mais vraiment avec beaucoup de pragmatisme et très lucide. Mais en tout cas, on sera au rendez-vous, enfin, je l'espère. Je discutais du Phoenix il y a quelques jours avec Christine Bouillot. Ah tiens, c'est bizarre. qui est dirigeante de l'association et qui est journaliste au Sud Radio du côté de Toulouse. Elle parlait de la jeunesse de l'équipe 1. C'est vrai que vous présentez en Liquimmo League une des équipes les plus jeunes. Est-ce que cette jeunesse peut être une force sur des matchs européens de cette ampleur? Oui, cette jeunesse, elle existe effectivement. On a pris le parti cette année de changer l'environnement du club et notamment de faire confiance d'une part à nos jeunes joueurs issus de la formation et d'autre part d'essayer d'avoir une alchimie avec des joueurs d'expérience comme Fred Peterson qui est médaillé d'or aux Jeux Olympiques ou des joueurs plus aguerris. Cette jeunesse, elle amène effectivement de la tonicité, de l'innocence et l'envie effectivement de croquer à pleines dents sur ces matchs-là. Après,
ces matchs de Coupe d'Europe, c'est pas vous que je vais le dire, ils se feront aussi sur des détails, ils se feront aussi sur de l'expérience. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas où, c'est et. On y va avec nos moyens et nos ambitions. On a pris parti de cette équipe jeune, aussi parce qu'il faut la maîtriser dans une enveloppe budgétaire. Hein. Et c'est le choix de Toulouse de pouvoir aujourd'hui travailler sur l'environnement du club au-delà de l'aspect sportif pour avoir une équipe compétitive. Mais je crois qu'elle l'est et la jeunesse toulousaine est aujourd'hui au rendez-vous. C'est aussi le prix de la formation depuis des années, de tout ce travail de l'ombre qui sort maintenant. Oui, ce travail de l'ombre, mais qui est un travail encore plus profond, on va dire, qui va au-delà du handball. Parlez-nous de votre rôle en dehors de la salle, parce que vous êtes un club très actif aussi autour de l'école, qui a un rôle social. Oui, alors d'abord, oui, tout à fait. Le club est déjà très présent sur l'environnement économique, structurel, sociétal. Et au-delà de ça, effectivement, nous venons d'intégrer ce projet de l'école Tremplin, qui est en l'occurrence une école qui a pour objectif de tendre la main à ceux et celles qui sont plus éloignés de l'emploi, qui a toujours, en s'appuyant sur les valeurs du sport qui sont celles que nous maîtrisons le plus, et essayer de remettre sur rail des personnes qui, à un moment, sont sortis du chemin du scolaire et qui ont eu des accidents de parcours. Mmh. Et aujourd'hui, cette école a pour vocation à former des vendeurs conseils en magasin et dans un cursus très clair, un peu à l'instar de l'école de Thierry Marx sur oui, dans la cuisine, oui, tout à fait. L'hôtellerie, la restauration. Mmh. On a pris le parti avec pas mal d'initiatives locales et notamment le MEDEF, la Gueulon-Pontier qui... le TFC et même le Stade Toulousain. Il me semble. Ouais, les trois clubs majeurs, le TFC, le Stade Toulousain et le Phoenix, qui sont historiquement des clubs alliés parce que les trois présidents sont historiquement copains, on s'entend bien, on partage beaucoup, on est sur les mêmes convictions, on a sur la capacité à pouvoir aussi nous retrouver. On l'a fait d'ailleurs dans les périodes... Oui. Où certains étaient en difficulté pendant le Covid, où nous avons auprès des étudiants. Et là, aujourd'hui, on essaie de tendre la main à cette jeunesse qui a besoin de pouvoir se réinventer. Et je crois que le milieu du sport, dans toute sa diversité, a de la place pour pouvoir accueillir celles et ceux qui, à un moment, ont envie d'y revenir. Parce que le sport, on le voit bien, à travers sa jeunesse et aussi sa folie, peut permettre à certains et certains d'activer des réseaux et de rentrer dans ce métier du sport qui est quand même le sport, le métier le plus fou et qui donne vraiment l'envie aux jeunes parfois de reprendre le chemin de l'école. Oui, Philippe Swanguiron, on sait que tu es très impliqué aussi là-dessus, consultant Sud Radio. Philippe, tu es avec nous. Voilà, tu as beaucoup aussi œuvré pour cette éducation et ce qui se passe du côté de Toulouse, Philippe. Non, pas beaucoup, pas à l'échelle de Philippe. Salut Philippe, d'abord, je suis content de t'entendre. Moi aussi, je voulais juste dire que voilà, ce qui se passe aujourd'hui sportivement du côté du Phoenix, c'est la juste récompense de beaucoup de travail de la part de Philippe surtout et d'une belle équipe. Et ce qu'on peut souligner, ce qui manque souvent dans le sport professionnel, c'est la capacité à tenir le cap sur des visions long terme. Quand on connaît les impératifs économiques, les fins de saison difficiles à équilibrer, Philippe, il a tenu le cap avec une vision long terme d'un club qui s'installe sur son territoire et qui fait beaucoup en dehors du sport. On vient de parler de cette initiative, donc je fais pas beaucoup. Je participe une fois par an avec pour aider à collecter de l'argent parce qu'il y a une équipe de personnalités locales qui s'implique beaucoup. Le rugby, le foot, le hand. Maguelone-Pontier, qui est une entrepreneuse toulousaine, la patronne du Mine, qui est très active sur ces sujets-là aussi. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est les notions de rapprochement de l'engagement et du sport pour une jeunesse, voilà, des fois manque de repères. Le sport a de très beaux messages à faire passer.
Et je crois que au-delà du terrain, c'est le rôle que doivent intégrer les grands joueurs, les joueurs des clubs et les dirigeants. Eh bien voilà, on est tous derrière le Phoenix Toulouse et toute l'équipe de Sud Radio, tous les auditeurs aussi. D'abord ce soir à Istres, bien sûr, même si on a un devoir de neutralité, mais enfin bon, quand même, voilà. Et puis également mardi, donc en Coupe d'Europe, ce sera au Palais des Sports 20h45 face aux Portugais du Benfica. Merci Philippe Dallard, président du Phoenix Toulouse, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Bonne chance pour ces échéances européennes et on se retrouve très vite sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite aussi pour la suite du MAG Sud Radio. On va parler du tournoi à destination féminin dans un instant. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG avec vous, les auditeurs Sud Radio, bien sûr. 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr nous interpeller, appeler pour échanger avec nos consultants. Julien Thomas, Philippe Sanguero, toujours bien présent. Sûr. Alexandre Priat, qui est bien sûr là. Et puis aussi pour parler avec nos invités, et notamment Thomas Darac qui est avec nous, responsable sportif du 15 de France féminin. Bonsoir Thomas. Bonsoir François. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Le rugby féminin à l'honneur parce que demain, les Bleus commencent leur tournoi destination. Voilà, on a à peine terminé avec les garçons qu'on enchaîne sur les filles. Mais avant cela, quand même, on va donner un résultat, Alexandre, parce qu'il y a eu une petite surprise aujourd'hui. Alors, il y a eu un match où il n'y a pas eu de surprise pour le coup. C'est l'Angleterre qui a battu l'Écosse 57-5. Donc la zéro surprise. Mais par contre, grosse surprise quand même avec la victoire du Pays de Galles en Irlande, 27-19. Le Pays de Galles, c'est 32% de victoire dans le tournoi des destinations depuis qu'elles y participent. 0 titre et surtout une cuillère de bois. La saison dernière, jamais dans les 3 premiers, dans les places d'honneur ces dernières années. Et pourtant, le Pays de Galles est allé gagner grâce à une super seconde période, 22-5 en Irlande. C'est quand même un résultat déjà surprenant. Attention. Ouais, c'est un résultat surprenant qui donne le ton d'une édition très très ouverte. On rappelle que les Françaises n'ont pas remporté le tournoi depuis 2018 et qu'elles affrontent demain à 16h l'Italie. Ce sera à Grenoble. Thomas Darac, comment se présente ce match, parce que c'est jamais facile face aux Italiennes. C'est bien résumé, non, ça sera pas facile. C'est nos latines voisines, donc aujourd'hui ça va être un match pour démarrer ce tournoi assez compliqué. Elles nous connaissent bien, on les connaît bien. Voilà, aujourd'hui, on espère que la maîtrise montrée durant la tournée d'automne va être présente de même pour lancer de la meilleure des façons ce tournoi 2022. Thomas, comment avoir gardé justement cette bonne dynamique entre l'automne, victoire contre les Sud-Africaines et contre les Néo-Zélandaises, 2 fois. C'est ça, 2 fois effectivement. Et maintenant, ce tournoi à destination qui commence donc fin mars. Ça fait beaucoup de temps entre on va dire ces deux grands fenêtres internationales, ces 2 grands rendez-vous. Comment vous avez réussi à maintenir, ou on verra demain, mais maintenir le contact comme ça avec les joueuses? Disons que le programme concocté pour les filles, c'est un rendez-vous par mois, quasi un rendez-vous par mois pour le groupe professionnel, avec des joueuses complémentaires du pôle France, qui constitue aujourd'hui le groupe France qui va participer à partir de demain au début du tournoi. Et puis également, surtout, un suivi. On a la chance que la Fédération française de rugby nous a permis d'avoir un staff avec bon nombre de ressources qui sont à temps plein pour encadrer ce groupe France et qui semaine après semaine accompagne aussi bien sur la préparation physique. Il faut féliciter le staff là-dessus sur le travail à distance, et puis aussi le staff sportif, les 2 entraîneurs qui m'accompagnent sur le suivi des joueuses et bien sûr tous les échanges avec les clubs qui sont aussi les pierres importantes dans l'édifice. Voilà, il y avait un groupe, on va dire à peu près de 35 joueuses là, et puis vous avez, on va dire, donné la composition qui va donc disputer le match demain face à l'Italie. Des surprises avec notamment de la jeunesse au poste de demi-mêlée, Alexandra Chambon qui sera titulaire. Tout à fait. C'est une joueuse, c'est la locale de l'étape, mais c'est pas pour ça qu'elle démarrera demain, simplement parce que ces dernières semaines, elle a montré avec son club de Grenoble que, en tant que capitaine, et puis malgré son jeune âge, faisait preuve d'énormément de maîtrise. C'est une fille qu'on suit depuis de nombreuses années, qui a été championne d'Europe les moins de 18 ans à 7 à une époque, qui a participé à toutes les échéances de la filière et qui est une fille qu'on suit depuis longtemps. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour elle, après une première sélection contre l'Afrique
Afrique du Sud, d'être lancé dans le Grand Bain et ses dernières performances en club lui ont permis d'être là demain. Question de Julien Thomas, notre consultant Sud Radio. Oui, bonsoir Thomas, c'est Julien Thomas. Je voulais poser une question, en fait il y en a deux dans ma question, c'est savoir déjà par rapport aux Coupes du Monde, puis il y a le rugby à 7 qui vient tout en même temps. Est-ce que et par rapport au club aussi, vous avez trouvé la formule pour ces joueuses qui sont souvent en club mais réticentes pour après Coupe du Monde, puis aller sur la Coupe du Monde à 7 qui est très proche? Peuvent jouer les deux? Disons que c'est un vrai sujet aujourd'hui, les calendriers, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Donc tu connais bien la maison. Voilà, aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir un groupe large au niveau des équipes de France, à la fois à 15 et à 7. L'objectif cette année, avoué, c'est vraiment de la Fédération française de rugby, c'est la Coupe du Monde à 15, même si, bien sûr, nous, j'ai eu la chance de participer à des équipes de France avec France à 7, donc voilà, c'est une pratique. Voilà, on a l'ambition de gagner sur tous les terrains et aujourd'hui avec David Courtex et le manager général Christophe Reit, on fait en sorte de trouver la meilleure formule pour que nos deux équipes soient les plus performantes. Et je dirais que vous avez un peu de pression quand même, parce qu'il y a la médaille d'argent à Tokyo des settistes. Voilà, il y a cette Coupe du Monde qui se profile. On attend beaucoup, et en plus il y a les garçons qui ont gagné le Grand Chelem. On attend beaucoup de cette équipe féminine. Vous la sentez, vous, Thomas Darac, en tant que responsable sportif de cette équipe, cette pression? Je sens surtout que c'est des très bons messages pour nous, pour les filles, d'avoir pu avoir la chance d'avoir ces médailles avec les filles à 7 et puis les garçons dernièrement. Non, ça galvanise surtout le groupe, je crois, et ça motive le staff à travailler dur. On voit que les équipes de France sont performantes aujourd'hui, et bien sûr qu'on a envie de se mettre à ce niveau-là, et on a la chance d'avoir un groupe qui l'a montré pendant la tournée d'automne et qui a des qualités pour espérer faire un résultat prochainement. Alors, si je me trompe pas, Thomas, il y aura la Coupe du Monde de rugby à 7 en septembre. Non, c'est octobre-novembre. À 7, c'est septembre. Ah oui, à 7, non, à 7 c'est en septembre, et ensuite c'est la 15 en octobre-novembre. Est-ce qu'une joueuse qui a fait la Coupe du Monde à 7 pourra postuler à 15? Aujourd'hui, oui, bien sûr, on s'interdit rien, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les groupes qui vont être sortis. On sait qu'on n'est jamais à l'abri de blessures. Il y a des postes toujours il y a des joueuses qui postulent sur les deux compétitions, surtout parce qu'aujourd'hui les filles ont une pratique multiple. Elles font à la fois du 15 et à la fois du 7. Donc voilà, nous c'est des échanges, et surtout c'est une volonté aussi des filles de pouvoir participer. Et puis nous aujourd'hui, on s'interdit rien. La liste de la Coupe du Monde, elle sortira certainement début septembre, donc jusque-là on aura le temps par exemple, une Marjorie Mayence qui par exemple fait les matchs de la Coupe du Monde de rugby à 7, est-ce qu'à la fin de la Coupe du Monde de rugby à 7 vous pouvez l'amener, lui dire écoute, maintenant tu viens à 15, on a besoin de toi? Pour Marjorie, je donne un exemple au hasard, bien évidemment. Marjorie Mayence, c'est une joueuse qui aujourd'hui ne participera plus au 7, elle restera sur le 15. Il y a peu de joueuses qui basculent sur les deux pratiques, elles sont 4-5. Aujourd'hui, on a deux joueuses qui ont fait les Jeux Olympiques, que ce soit Caroline Drouin ou Chloé Jacquet, qui sont médaillées olympiques. D'autres joueuses ont participé au stage de la tournée d'automne. Voilà, ça fait partie des échanges, et surtout, nous, voilà, on a la chance d'avoir des très bons échanges au sein de la fédération entre les deux pratiques. Et l'idée, c'est d'avoir un parcours le plus optimum. Et Julien parlait tout à l'heure de difficultés, de calendrier. Bien sûr que l'état de forme, le temps de jeu, la fraîcheur mentale sont des éléments aussi à prendre en compte pour faire les groupes les plus performants. Question de Julien Thomas. Oui, non, c'est savoir juste par rapport au projet l'Esprit Bleu, le projet bleu que met le rugby masculin, savoir si vous avez le même projet chez les féminines ou vous avez totalement votre projet féminin. Non, le projet bleu, les valeurs qui sont portées par le projet bleu, l'ambition par rapport aux joueurs, c'est transférable chez les filles. Aujourd'hui, à la fédération, on a beaucoup d'échanges, on a des réunions régulières, transversales entre les différentes équipes de France, masculines et féminines. Donc aujourd'hui, ce projet bleu, il est porté par toutes les équipes. Alors certes, peut-être moins communiqué de notre part, mais les valeurs qui l'animent, c'est la même chose. Voilà.
Voilà, France-Italie demain à Grenoble. Thomas Darac, le 15 féminin qui fait son tournoi, on va dire, après les garçons. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés post-Covid. Vous sentez un impact différent? Il y a un intérêt ou c'était bien d'être dans on va dire, dans le même flux, le même rythme que les garçons? Je crois que c'est un intérêt, oui, parce que ça va nous permettre d'avoir une visibilité accrue. Demain, les chiffres s'approchent de 13 000 spectateurs pour un France-Italie à Grenoble, ce qui serait un record pour nous. Donc cet engouement, bien sûr, suite au bon résultat des garçons, mais aussi au bon résultat du 15 de France féminin pendant la tournée, la fenêtre étant plus en concurrence, même si c'est pas la concurrence, mais avec les garçons qui étaient à côté. Aujourd'hui, c'est une vraie ouverture pour les filles et puis surtout aussi bien pour l'équipe de France féminine, mais aussi dans d'autres pays qui composent ce tournoi de destination, le Pays de Galles, l'Irlande, voilà. C'est une visibilité accrue et en plus avec des conditions de jeu, on l'espère. Le printemps arrivant, comme tout amoureux de ce jeu, ça amène un sentiment qui est propre au jeu qu'on veut produire. Donc on espère que ça va nous porter chance. Merci beaucoup Thomas Darac d'avoir été avec nous. Dernière petite question, parce que voilà, on a aussi le temps de faire un beau focus sur ce rugby féminin. Elle vous a surpris la victoire des Galloises en Irlande, Thomas, aujourd'hui? Oui, même si on sait que l'équipe d'Irlande est en reconstruction avec un échec sur la qualification à la Coupe du Monde qui a légèrement bousculé un petit peu le rugby féminin irlandais. Donc on sait qu'il y a eu un changement de staff, il y a des mouvements en interne. Et puis le Pays de Galles qui est déjà qualifié, qui a lancé des contrats pour des joueuses galloises, donc qui a l'ambition d'élever son niveau. C'est quand même une surprise. Historiquement, l'Irlande est quand même au-dessus des Pays de Galles. Donc voilà, aujourd'hui, le rugby féminin est un mouvement très dynamique, on dira, et aujourd'hui, ça marque un moment fort de l'évolution de ce jeu. Et il reste des places, hein. Arrachez-vous encore, si vous êtes dans la région de Grenobloise, même un peu plus loin, allez voir demain les Bleus. Voilà, 13 000 spectateurs, mais il en faut encore plus parce que c'est vrai que souvent ce stade des Alpes porte chance aux joueuses de l'équipe de France féminine. Merci Thomas Darac d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Bonne chance demain, France-Italie, 16h. Voilà, et bien sûr vous en parlerez demain, Alexandre, demain soir, autour du match de top 14 du soir qui sera Toulouse-Lyon. Merci Thomas, à bientôt. Merci beaucoup. On enchaîne bien sûr sur l'autre actualité rugby, parce que c'est vrai qu'on passe des filles aux garçons et on va revenir avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero, avec vous les auditeurs Sud Radio sur le grand chelem des garçons, mon cher Alexandre, parce qu'il y a eu une conférence de presse. Vous êtes allé, vous, à la conférence de presse à Marcoussis? Non. C'était à Jean-Bouin. Ah, c'était à Jean-Bouin, d'accord. Eh ben oui. C'était mercredi matin et j'ai travaillé tard mardi soir. Non, mais vous avez tout à fait le droit. Mais en tout cas, Fabien Galtet a fait le bilan du tournoi. On va peut-être réécouter les meilleurs passages de cette conférence de presse avec vous. Il y avait déjà une première info. Est-ce que Fabien Galtet va prolonger? Bernard Laporte le disait lundi dans le Middle. Je suis favorable à la prolongation de Fabien Galtet. Confirmation. Bernard Laporte a annoncé la veille du match qu'il allait me prolonger pour 4 ans. Ça, je vous le confirme. Il me l'a dit un quart d'heure avant de l'annoncer à tout le monde. C'était quelque chose qui avait été discuté, bien évidemment, dans le projet. C'est un projet, c'est pas seulement un contrat et une prolongation de contrat, c'est un projet. Mais je suis très honoré qu'il ait pris soin de l'annoncer. Je le remercie pour sa confiance. Je le remercie pour son estime. C'est un grand président. Je dirais même... il a une posture de roi, voilà. Une posture de roi du Fabien Galtier Julien Thomas, dans le texte. Julien, il est plié en deux, Julien. Au-delà de la posture de communication, est-ce que c'est une bonne décision, selon vous, du président Laporte? Le président Laporte d'avoir annoncé Fabien qui prolongeait ou l'inverse? Non, que Fabien prolonge, oui, je pense, parce que déjà on a les résultats, on a une nouvelle équipe de France, il a su la créer, mais en fait Fabien,
il est déjà sur le contrat d'après, il est déjà dans le jeu d'après, il est déjà sur comment il va gérer son équipe à ce moment-là dans 4 ans, parce qu'il a toujours été comme ça. Ce qui est à l'instant T, il le maîtrise et puis il joue avec des détails pour façonner son équipe et façonner les détails avec Makalou Allel, enfin toutes les voilà. Et ça, il l'avait déjà depuis un moment, mais là, il est déjà il y a 4 ans qui va arriver. Donc pour moi, ça me surprend pas. Philippe Spanghero, ça vous fait réagir bonne chose selon, bonne décision? Ouais, plutôt. Bon, la dynamique est très positive et puis je crois que Fabien est arrivé il y a à peine, il y a un peu moins d'un mandat, donc c'est bien de s'inscrire dans la durée. Je crois qu'il y a une dynamique qui s'est créée, une vision, et que c'est une vision qui me paraît être plutôt moyen-long terme. Donc c'est bien de tout de suite se projeter et montrer à ce staff qu'on lui accorde de la confiance. Puis en plus, l'annonce tombe au moment d'un grand chelem, au moment où on a une équipe de France très performante, où on voit à chaque fois dans cette génération des nouveaux joueurs sortir, de la profondeur, et donc avec cette dynamique autour de France 2023, de repartir après cette édition sur un nouveau mandat, ça me paraît pas, ça me paraît pas être incohérent du tout. Au contraire, voilà, on a vu, je crois que Bernard lui-même avait fait 2 mandats, il me semble. Oui. Donc c'est pas du tout incohérent. Et aujourd'hui, on ne peut que saluer le travail qu'a réalisé Fabien Galtier avec son staff, et la légitimité, la crédibilité du personnage fait qu'il n'y a pas de débat. Et surtout, c'est que la moyenne d'âge de l'équipe de France est de 25 ou 26 ans. 25 ans. 25 ans. Donc, tu aurais une équipe de France de moyenne de 33 balais, il fallait repartir à zéro, reconstruire. Là, il va aller pour 4 ans encore avec pas mal de leaders de cette équipe qui vont encore prendre de la maturité, de l'expérience, et il va les faire monter au rideau, c'est sûr. Julien, monter au rideau, c'est vraiment le terme. Julien, en se projetant dans 4 ans, Romain Ntamak aura 27 ans. Mais il sera très vieux à 27 ans. Il a commencé à 8 ans à être scruté par les sélectionneurs. Mais mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. En tout cas, cette stabilité, elle permet de voir un petit peu plus loin. Julien Thomas, vous qui avez négocié quand même plusieurs fois de bons contrats, est-ce qu'il a renégocié à la hausse, et selon vous, il a fait un plus combien selon vous, Fabien Galtier? Là, oui, il a dû avoir en plus quelque chose, ça c'est sûr. Mais bon, je sais pas comment, mais il les a. Non, je pense que c'est après, il a tellement, depuis des années, honnêtement, chaque année qu'il était entraîneur, même quand je l'avais à Montpellier, 2011, jusqu'à 2014, 2013, 2014, il espérait, quand il y avait du renouvellement sélectionneur, d'y être. Il se fait boycotter à chaque fois. Il était derrière un peu de dépression. Ouais, il vivait pour ça. Il voulait la sélection, il voulait ce haut niveau, il voulait l'équipe de France, quoi. Il vit pour être au top du top, quoi. Et là, il y a eu un épisode, en plus c'est un homme qui doit prendre une sélection. Quand je l'avais déjà en 2011, et pourtant d'accord, mais il a pris combien selon vous? Plus 10, plus 20, plus 30? Ah, pour le nouveau contrat. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai jamais eu de contrat. Moi, j'ai connu le rugby amateur, donc. Ça dépendra des tombées aussi, des retombées de la Coupe du Monde, peut-être. Ah oui, d'accord. Ouais. En tout cas, sur le terrain, il y a toujours cette question du plan de jeu de l'équipe de France. Maintenant que la France est la référence dans le rugby du Nord, est-ce que les Bleus vont rester sur un plan de jeu qui est déjà défini? Réponse. Pendant le tournoi, on a changé notre version, mais en fait, notre version, elle a bougé. On avait une version 6 qu'on a modifiée pendant le tournoi à la version 7. Ça va bouger, c'est certain que ça va bouger. Je peux pas vous dire comment, parce que des fois, quand je vous dis, on cherche des choses. J'ai 2 petites têtes chercheuses qui sont Manu Urdampileta et Jérémy Cheradan. On s'assoit le vendredi et je leur demande de me livrer toutes leurs études. Et chaque fois, il y a des choses qui apparaissent et qui nous font réfléchir et modifier notre méthodologie. Donc c'est certain que ça va bouger. Pour le moment, c'est attaque, espace, défense, les hommes. Ça bougera pas, ça. Par contre, le contenu, oui, bien sûr que ça va bouger.
Alors ça bougera pas, et pourtant il regarde quand même. Il faut traduire quand même. Moi, la version 6, la version 7, c'est quoi? C'est un logiciel? C'est quoi? C'est un environnement? C'est iOS, Windows? Attaque espace, défense homme, mais c'est partout pareil le rugby à haut niveau. Tu attaques c'est ce que j'allais dire. Tu défends sur les mecs. Là, il a tout dit. Oui, mais attendez, il donne un peu plus d'éléments. Il donne un peu plus d'éléments, Fabien Galtier, parce que lui, évidemment, il regarde ce qui se passe ailleurs, et du coup, il se compare. Voir ce qui se fait ailleurs, c'est se cultiver. C'est appréhender, c'est se poser des questions. Mais notre modèle, il est à nous. C'est-à-dire que c'est surtout pas un copier-coller d'ailleurs. Parce qu'on ne les rattrapera pas si on fait comme... Je vous l'ai dit au début, moi ce que j'ai proposé au staff, c'est de couper à travers champ et d'inventer notre propre modèle. Nous sommes des Latins, nous sommes des Français, nous sommes des Gaulois, nous avons des qualités qui sont le French flair et l'instinct grégaire. Ça, c'est le diagnostic. À partir de là, comment on développe? On travaille que sur nos qualités, pas sur nos défauts. Donc notre jeu ressemble à un jeu de Gaulois. Le French flair, l'instinct grégaire, la fulgurance. Voilà, on ne joue pas comme les anglo-saxons. Astérix et Obélix. Non mais, au-delà de la cosmétique et de la sémantique, la cosmétique de com, on va dire, voilà, où Fabien Galtier est quand même, on va dire, assez habile. C'est intéressant quand même ce rappel de l'identité, voilà, parce qu'on a l'impression qu'on a cette faculté quand même de pouvoir créer, et puis qu'on a aussi un peu plus désormais quand même dans ce rugby français, avec notamment une défense qui a été intraitable et inflexible, Philippe Spanghero. Ouais, alors je suis toujours un peu perplexe par rapport à ces discussions-là, parce que tout ça c'est tellement lié au caractère d'une équipe, au collectif qu'on arrive à créer et aux individualités qui en sont le socle. Oui, que derrière on passe à Antoine Dupont, puis je le répète, on peut penser Antoine Dupont amène beaucoup la lumière sur lui et c'est mérité. Mais aujourd'hui, je pense que dans cette équipe de France, déjà quand on regarde les meilleurs joueurs du Six Nations cette année, et plus largement, si on doit faire un 15 mondial sur la dernière année, il y a peut-être 4 ou 5 Français, ce qui nous était quasiment jamais arrivé. Et donc, quand on a ça, quand on a ces individualités, qu'on arrive à créer ce caractère collectif. Enfin, moi, quand je vois le cœur que cette équipe met en défense, cette discipline, cette qualité défensive, il n'y a pas de French flair là-dedans. Il y a juste une âme. Avec c'est du management pour certaines. Ça. Ouais, mais attends, là tu leur envoies beaucoup de fleurs quand même aux joueurs de l'équipe de France. Fabien Galtier, il veut pas trop de fleurs. Écoutez-le, il a peur qu'on se voit trop beau. Mais c'est juste. Tout est possible. On peut choper le boulard aussi. Mais c'est vrai, c'est possible. Jean-Baptiste Lafont, il l'a dit dans sa chronique. Parce qu'il est juste, Jean-Baptiste, il est rigolo. Donc oui, plein de problèmes nous guettent. On peut choper le boulard, dit Fabien Galtier. Alors ça, c'était beaucoup de cosmétiques, effectivement. Mais il y a eu un sujet essentiel. François, Philippe et Julien. Est-ce que Fabien Galtier va rendre le capitanat à Charles Olivon? Est-ce qu'on va l'enlever du bras d'Antoine Dupont? Alors, réponse de Normand, langue de bois, choisissez. On écoute Fabien Galtier qui a voulu détailler sur le sujet. C'est un sujet, bien sûr, mais est-ce qu'il faut en parler maintenant? Est-ce qu'il faut remettre sur la table maintenant une discussion qui concerne nos hommes? Il n'y a aucune raison de remettre en question que le capitanat de Charles, bien sûr, d'Antoine, bien sûr, mais il y a une histoire qui existe depuis 2 ans, et là il y a quelque chose qui touche aux hommes et au respect des hommes, et si vous le voulez bien par rapport à cette question, on prendra le temps de vous répondre dans quelques mois. Et moins de cosmétiques d'un coup. Moi j'aurais pas répondu. Pour moi, il y a une réponse qui est assez simple. C'est de dire que Charles Olivon revient d'une blessure longue et que il a besoin de retrouver sa place en équipe de France. Et pour moi, le capitanat peut pas lui revenir tout de suite. Mais s'il dit pas ça, c'est que Charles Olivon a beaucoup d'importance, peut-être. Non, mais il en a forcément. Mais
pour moi, honnêtement, c'est un non-sujet à ce stade. On sort d'un grand chelem où Antoine Dupont a pris ses marques en tant que capitaine. Je pense que c'est pas un sujet problématique, puisque avoir des cadres dans le vestiaire et des leaders, si on arrive à les faire vivre correctement ensemble, c'est que du positif. Mais aujourd'hui, je crois que c'est même enlever une pression à Charles Olivon que de pas lui parler de capitanat et de le laisser reprendre sa place dans cette équipe de France, parce que même si on l'a laissé sur un niveau de performance très élevé, il y a quand même des joueurs aujourd'hui, qui se sont fait une place pendant ce temps et qui vont être quand même compliqués à sortir. Oui, Jelon et Kroos ont quand même Jelon et Kroos en termes de niveau et surtout d'homogénéité trouvée en troisième ligne avec Aldrit. C'est compliqué tout de suite. N'oublions pas que Jelon est vice-capitaine. Hein. Et oui, donc lequel on sort lequel on sort pour trouver cette homogénéité en troisième ligne? Est-ce que tu sors Aldrit pour mettre Jelon en 8 et mettre Olivon en 7? Honnêtement, la question, elle est pas simple. Donc, pour moi, mettre au même niveau que le retour sportif de Charles Olivon, le capitanat tout de suite, c'est même pas un sujet en fait. Moi, c'est un peu ce que dit Fabien Galtier, mais en fait. Julien, t'es pas d'accord. Julien. Non, c'est pas. Si, je suis d'accord avec Philippe du fait que Charles Olivon doit revenir simplement dans le groupe, revenir le leader, mais il l'est déjà. Mais le capitanat, les mecs ils ont gagné, donc tu vas pas les changer pour rien. Non, moi c'est que la question, la réponse de Fabien, c'est qu'il est troublé. Enfin, pas qu'il est troublé, mais il bafoue un peu ses mots, alors que d'habitude il est plus acteur des réponses. Et là, tu vois il est un peu pris. Il est pris et qu'il n'avait pas l'attention sur une question comme ça et qu'il n'avait pas réfléchi peut-être à ça. Ouais. Et donc il est un peu pris. Ouais. Ou alors qu'il prépare justement la mauvaise nouvelle à annoncer à Charles Olivon. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour filer d'abord vers le match UBB, Paris, Stade Français, Paris, UBB, et puis bien sûr continuer à parler du 15 de France et rentrer tranquillement dans l'avant-match. Restez avec nous. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. 20h30 dans une demi-heure, le match entre le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles, suite de la 21e journée du top 14. On rappelle les résultats rapidement, parce que cette 21e journée, elle a commencé, on l'a suivi en direct en intégralité sur Sud Radio, elle a commencé à 15h avec une victoire de Toulon face à Clermont, Alexandre. Oui, effectivement, une victoire 32-22, succès aussi de Pau face à Perpignan 27-22, point de bonus défensif pour les Catalans, point de bonus offensif pour Brive face à Castres 28-12, La Rochelle a battu le Racing 19-0. Et enfin Montpellier a dominé le Biarritz Olympique 37-22. Direction le stade Jean-Bouin à Paris pour retrouver Rémi Dos Santos qui sera avec nous pour nous faire vivre ce match entre le Dauphin bordelais et le Stade Français là, qui est dans le ventre mou du championnat, mais quand même sur une bonne petite période, alors que ce n'est pas le cas de l'UBB qui reste sur 5 revers consécutifs. Bonsoir Rémi. On peut dire que l'Union Bordeaux-Bègles veut venir faire un résultat, parce qu'il faudra coller au basque des Montpellier. Exactement, bonsoir François, bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. En effet, l'UBB 1-5, défaite de rang comme tu l'as dit, et vraiment casser cette spirale, c'est le mot qui a été employé par l'Union Bordeaux-Bègles toute cette semaine, Christophe Furios en premier, parce qu'il faut se relancer. Certes, Bordeaux est toujours deuxième, mais Bordeaux voit Montpellier s'éloigner et voit surtout les adversaires se resserrer au classement. La Rochelle qui est revenue à 4 points, Castres est aussi à 4 longueurs, et puis derrière il y a toujours Toulouse, le Racing qui sont en train de revenir petit à petit, et puis en face il y a un Stade Français Paris qui va beaucoup mieux, 3 victoires sur ses 4 derniers matchs, de succès contre Toulouse notamment, un ici il y a quelques semaines, et l'envie de poursuivre cette série à Jean-Bouin pour toujours croire aux phases finales, parce que oui, le Stade Français est 11e et peut ce soir se retrouver à seulement 4 voire 3 petits points du top 6 en cas de succès. Ouais, et des internationaux quand même sur la pelouse, notamment côté girondin. On parlait tout à l'heure avec Julien Thomas et Philippe Spanghero du fait de faire souffler ou pas les internationaux et de la problématique pour les clubs. Là, on sent que l'UBB avait un besoin, notamment à un poste très précis.
Ouais, exactement, le retour de Cameron Woki qui est titularisé en deuxième ligne, comme avec l'équipe de France par Christophe Furios. Il a vu que ça fonctionnait bien en bleu. Cameron Woki sera donc en deuxième ligne ce soir avec l'UBB, et puis évidemment le retour également de Maxime Lucu au poste de demi-mêlée. Donc les internationaux tricolores seront là ce soir sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Évidemment, Mathieu Jalibert est toujours blessé. Il y a également d'autres absents comme Nance Duquin, Romain Buros. Et on aura également le retour de Ben Lam ce soir dans le 15 bordelais. Donc des retours qui vont certainement faire beaucoup de bien aux Girondins. Eh ben voilà, on va suivre ça bien sûr. On va reparler avec merci Rémi, à tout à l'heure pour vivre cet avant-match donc depuis le stade Jean-Bouin, stade français UBB, match à suivre sur Sud Radio. On parlait des internationaux, Woki qui continue à jouer en deuxième ligne et là pour la première fois avec son club, voilà bien sûr. Revenons quand même messieurs, Philippe Spanghero, Julien Thomas, Alexandre Priam et puis vous les auditeurs 0826 300 300 bien sûr, sur la problématique de cette équipe de France, voilà, sur la stabilité et sur ce capitanat. Vous l'avez trouvé gêné aux entournures par cette question, comme le disait Julien Thomas, Philippe Spanghero, le sélectionneur Fabien Galtier cette semaine en conférence de presse? Vas-y Julien. Non, c'était pour toi, parce que c'était Julien qui n'était pas bien formulé ma question. Je l'admets, Philippe. Mais il s'est chauffé la voix. Un peu gêné. Non, c'est vrai que il maîtrise quand même l'art de la communication, Fabien. Là, c'est quand même des masterclass maintenant de conf de presse en conf de presse. On se délie. Mais c'est vrai que on a là sur ce sujet-là, il y a quand même un peu d'embarras, mais on peut le comprendre parce que je pense que c'est pas les sujets qu'il veut aborder après l'euphorie d'un grand chelem. Là, on va quand même se projeter sur des échéances qui arrivent quand même dans 3 mois, c'est un sujet. Oui, dans 3 mois, c'est le plus important parce que sur un terrain, il faut 15 capitaines en fait. Fabien, il a toujours dit ça en fait. Il faut 15 capitaines. Alors il en met un pour aller faire la pièce, aller parler à l'arbitre, etc. Mais lui, il veut 15 leaders, 15 capitaines. La question quand même, c'est tourner au Japon dans 3 mois. C'est ce que veut dire Alexandre. Bah oui. Il reste en gros 5 matchs aux Toulonnais, puisque a priori ils vont pas se qualifier si on en croit les pronostics de nos consultants Sud Radio. Il reste 5 matchs, il en a disputé 2 depuis le retour de sa blessure, donc c'est pas mal pour revenir. Avec un repos entre les deux, parce qu'il avait mal à l'épaule. Est-ce que ça sera suffisant pour bousculer la hiérarchie avec une 3e ligne qui a quand même été brillante dans ce tournoi 2022? L'avantage, c'est que Philippe, pardon, il bousculera pas la hiérarchie en juin. Cette tournée de juin, c'est toujours l'occasion de faire une revue d'effectifs. Il y a des joueurs aujourd'hui, pour moi, qui ont amené des certitudes en 3e ligne et dont on n'attend pas grand-chose en termes de certitude du côté du staff. Du moins. Donc, certainement que Charles Olivon fera partie du voyage et qu'on lui permettra de retrouver le niveau international et des sensations et du temps de jeu. Et puis, le sujet du capitanat doit revenir pour moi sur la table bien plus tard que ça. Voilà, encore une fois, il y a des joueurs installé dans ce 15 de France, le capitaine Antoine Dupont, c'est le capitaine du Grand Chelem. Il y a des joueurs aussi qui sont des leaders et des relais du capitaine. On a parlé de Gelon. Il y a un joueur dont on ne parle pas assez pour moi, mais qui a une place très très importante sur le terrain et dans le vestiaire, c'est Aldrit et Ficou. Voilà, qui est quand même un des hommes clés de cette équipe et de son succès. Donc voilà, ce sujet doit arriver pour moi de revenir sur la table bien plus tard. Et en plus, je pense que c'est un sujet qui doit être pas agréable pour Charles Olivon. Je crois que son ambition, c'est de retrouver le maillot de l'équipe de France et de retrouver des sensations au plus haut niveau international. Et lui parler tout de suite du capitanat, c'est pour moi ajouter une pression supplémentaire là où elle n'a pas lieu d'être pour l'instant. On est encore loin de la Coupe du Monde. Il y a cette tournée d'été, il y a une tournée de novembre. Ça laisse quand même des matchs et du temps pour se reposer sur ces questions-là. Ouais, mais enfin, si on va faire un autre scénario, peut-être un peu fiction, Julien Thomas. Si Antoine Dupont se blessait et qu'il était capitaine inamovible, voilà, et il revient, on sait que forcément après une blessure, on met du temps.
on ne doutera pas de son retour et du fait qu'il reprendra le capitanat. Vous êtes d'accord? Le même âge aussi. Non, mais je parle de Dupont qui revienne blessé pour la Coupe du Monde. Ouais, non, mais sur une longue blessure comme ça, si c'était dans le cas de Dupont, oui. Voilà, on se souvient. C'est Dupont qui est à la place de Charles Olivon. Ouais, si c'est Charles Olivon et on met Dupont à sa place, je pense que là cet été il va y avoir Dupont et les leaders de ce groupe France qui vont pas y aller. Honnêtement, je vois pas pourquoi ils iraient, parce que à part les blessés avec la longue saison, et je vois pas. Tu peux mettre. Je sais pas, Julien. Attends, normalement on dit que les équipes finalistes Charles ne vont pas y aller pour reprendre un peu déjà le rythme, parce que quand même ça fait un petit moment, et puis le rythme international n'est pas le même, et puis prendre la place de leader, de capitana, etc. Donc tu sors des phases de finale, si Toulouse va en finale, etc. Si Toulouse va en finale, il peut pas y avoir Dupont normalement dans la convention. Mais c'est au Japon. On parle d'une tournée qui est économiquement très importante. Donc est-ce qu'on va pas casser cette convention en disant que même si tu vas en finale, tu vas. Je me suis posé la question. Tu vois, ça rejoint les clubs qui sont dans l'enjeu pour le 15 de France et qui justement comme le Stade Toulousain en pâtit, mais qui vu les résultats, etc., sont les plus heureux aussi, et qui maintenant marche avec ce 15 de France. Donc pourquoi y aller et leur donner une charge supplémentaire, et en fait je me suis posé même la question, pourquoi mettre un tournoi destination avant une préparation, déjà que le championnat est lourd toute la saison, la période d'hiver, et pourquoi mettre un tournoi destination juste avant une préparation de Coupe du Monde et pour exceller en Coupe du Monde. Tu pètes les mecs à un tournoi destination. Non mais sans aller aussi loin, Julien, là, la tournée d'été là. Un peu plus loin, tu vois. Là, la tournée d'été, si normalement les clubs qui vont en finale, Philippe, tu me corriges. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, si les joueurs vont en finale, ils ne peuvent pas participer normalement à la tournée au Japon. Sauf que, est-ce que tu vas dire au marché japonais, vous n'aurez pas le meilleur joueur du monde sur le terrain, Philippe? Alors ça, pour moi, c'est un faux sujet, parce que ça a un intérêt pour le rugby français, notre impact sur de nouveaux territoires et ce qu'on peut éventuellement espérer économiquement pour le futur. Les accords pour la tournée de juin, ils sont établis. Les droits télé sont négociés depuis des mois, j'imagine. La billetterie, etc., est déjà en place du côté du Japon. Aujourd'hui, ce qui va se déplacer au Japon, c'est en effet potentiellement le meilleur joueur du monde, mais c'est surtout l'équipe qui a gagné le tournoi Destination et le Grand Chelem, et qui aujourd'hui... Donc pour toi, on y va compétitif. Non mais attendez, Antoine, c'est pas non plus du bétail. Le meilleur joueur du monde, je suis d'accord, mais soit tu vises pour la Coupe du Monde qu'il soit frais et qu'il se blesse pas quand il faut pas qu'il joue, hein, je suis d'accord. Mais une tournée, autant essayer Lucu avec d'autres demi-mêlées en second, autant essayer Charles Olivon qui y va et puis qui reprend sa place de leader. Tu vois ce que je veux te dire? Il a rien pas à prouver là, Antoine. S'il se blesse là-bas, mais tu me dis il faut que quand même il y aille, parce que au Japon on a le meilleur joueur du monde. C'est du bétail. Alors en fait il fait tous les matchs, parce que dans les stades c'est pareil, un championnat. Et tu viens au stade parce qu'il y a Anthony Dupont, mais s'il n'y est pas parce qu'il faut le mettre au repos, tu viens pas alors. Et le mec il peut pas faire toute l'année à jouer tous les matchs. C'est pas, tu vois ce que je te dis, Alex? Je crois qu'il a. Mais donc toi, tu imagines que l'équipe de France va y aller avec des joueurs, des jeunes joueurs, avec un groupe renouvelé. Ça se trouve, il va y aller avec la grosse équipe, Fabien, mais c'est une réflexion que je me suis posée quand même. Non, mais c'est toujours le sujet de ces tournées de juin, c'est toujours la réflexion de la composition d'une équipe en fonction des phases finales du championnat. Ça a toujours été ça, et on l'a vu en Australie, c'est plutôt bénéfique. Parce qu'à la sortie, il y a des joueurs qui se révèlent. Jelon, il a pris son envergure en équipe de France sur cette tournée en Australie. Jaminet, on l'a révélé en Australie. On a trouvé aussi des joueurs qui aujourd'hui sont sortis du groupe, mais qui ont amené quand même quelques garanties. Barlow, le talonneur castré, qui fait une belle tournée, et ce sera un sujet, le poste de talonneur, parce que pour une Coupe du Monde, il en faut 3. Donc je crois qu'il n'y a plus de débat sur les 2 premiers. Mais tu peux relancer un Vakatawa. Tu vois, bien sûr. Un Léo Colli qui est à Mont-de-Marsan, peut-être ce genre de joueur. Non, mais c'est aussi l'objet de ces tournées de juin. Et puis pour moi, l'enjeu économique là de qui on va amener, c'est un non-sujet. Il n'y a pas d'enjeu court terme pour le rugby français avec cette tournée au Japon. Je pense que ce ne sera pas réfléchi comme ça.
Bon, en tout cas, ça fait du boulot. Vous l'avez trouvé plutôt bon, donc Fabien Galtier, sur cette conf de presse, et en tout cas prêt à repartir. Voilà. Qu'est-ce qui va changer selon vous, Julien Thomas, qui le connaissait bien, quand il parle du style de jeu, et qui se nourrit de plein de voilà, sur le plan de jeu, qu'il essaye de modifier des choses. Qu'est-ce qui peut changer là, selon vous? Mais il peut changer sur le fait que la dépossession. J'ai vu l'équipe de France qui tapait beaucoup. C'est d'ailleurs pendant le tournoi, cette équipe de France a joué, mais a joué sur les turnovers. Et en fait, elle a tapé. Il y avait une statistique sur avant l'Angleterre, c'était l'équipe de France qui tapait d'occupation par le 9, et peut-être il veut un peu plus tenir le ballon parce qu'il voit qu'il a de la qualité. Il peut mettre notre style aussi de jeu en fonction de qui il va sélectionner, et c'est là-dedans qu'il excelle, c'est-à-dire qu'il fait ou modifie un petit peu son système de jeu en fonction des joueurs qu'il sélectionne et des qualités qu'ils ont. Donc ça, c'est la qualité, la grande qualité d'ailleurs qu'il a, Fabien. Oui, Philippe, il y a un truc qu'il a. Ouais, je partage. Et puis, moi, je l'ai connu dans un autre environnement. Fabien, on a pas mal travaillé ensemble pour des conférences auprès d'entreprises, etc. Quand il était consultant pour Capgemini. Et sur ce sujet-là, il était en réflexion permanente. C'est un torturé, Fabien. Et c'est pas péjoratif. C'est au bon sens du terme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dont je suis sûr, c'est que malgré ce succès-là, il n'a pas l'impression de détenir la vérité et qu'il se pose toujours autant de questions que quand il est arrivé, qu'il a pris cette équipe. Et ça, c'est quand même intéressant parce que il amène autour de lui, dans son staff, aujourd'hui, Fabien Galtier, il faut quand même se rendre compte qu'il a 2 équipes à manager. Il a une équipe sportive et il a un staff de 28 personnes. Donc c'est quand même aujourd'hui la mission d'un sélectionneur comme celle de Fabien Galtier, c'est 2 équipes à faire vivre ensemble pour un objectif commun, et cette réflexion permanente dans laquelle il est, cette recherche, elle est positive. Donc les choses vont évoluer, il va aller se nourrir. C'est sûr que ce qui est intéressant, l'équipe de France a beaucoup trop souvent copié ce qui pouvait se faire d'efficace, notamment dans l'hémisphère sud, pour essayer de le transposer. Là, je crois qu'on a arrêté le fait qu'on avait notre propre identité et qu'on allait continuer à se nourrir de ce qui se fait de bien ailleurs, mais qu'on allait préserver notre ADN et notre système. Donc, ça me paraît être plutôt très positif pour les échéances et les prochains mois, et surtout cette Coupe du Monde qui approche. Ouais, on a un peu copié la défense galloise quand même, non? Oh non, on leur a volé. On leur a volé, ils l'ont plus. Non, mais il se sert des meilleurs, mais c'est comme dit Philippe, on en parlait tout à l'heure, il va chercher déjà, là, il est sur la réflexion de 4 ans qui va arriver, mais c'est surtout, Fabien, la vertu qu'il a, c'est qu'il a 2 staffs, comme disait Philippe, le staff, on va dire entraîneur, vidéo analyste, il en parle, parce qu'en fait, il en parle jamais, et là, il voulait rendre un peu hommage à ses analystes vidéo, et c'est son groupe joueur, mais il les tient en éveil, mais au maximum de ce qu'il peut en tirer, et surtout dans l'exigence, dans le stress, dans la bulle. Non, dans la bulle. Et l'image que j'ai, c'est dès qu'ils sont coup de sifflet final, qui font le grand chelem, Antoine Dupont qui font en larmes. Et là, je vois qu'en fait, ils étaient au taquet de tous pendant le tournoi destination, dans une bulle, et celle-là, elle s'est ouverte par le grand chelem, et tu relâches la pression. Et en fait, Dupont, il relâche en fait toute la pression qu'il a pu. Toi aussi, Julien. Ouais, non, mais parce que je sais que ça prend. Mais toi, t'as été un joueur cadre avec lui comme coach. Elle ressemble à quoi cette pression au quotidien? T'as des anecdotes, t'as des choses à nous dire quand tu étais joueur? Il te tire. Il y avait des joueurs qui étaient plus ou moins de niveau, des internationaux. Mais on a une équipe de bras cassés en 2011, par exemple avec Montpellier. On jouait un maintien, là, il arrive et on joue une finale. Mais il va te chercher dans l'exigence. Donc déjà, il te maintient en éveil. H24, mais H24, hein, il te parle toute la journée à côté de l'oreille pour te maintenir en éveil, pour te stimuler, pour t'amener quelque chose. Et en plus, il tire de chaque joueur la pépite que tu peux avoir en toi. Il n'y a pas un moment où tu dis, putain, il commence à me fatiguer, lui?
C'est pour ça que j'ai toujours dit c'est un sélectionneur, parce que H24, c'est aussi pour H24 ça devient dur après. Alors tu fais une saison où tu étais en éveil, puis après tu t'exploses et il y en a qui ont explosé. J'ai du mal à imaginer François Trinduc à qui on lui dit des mots doux à longueur de journée. Tu rentres dans le projet. C'est intéressant ça. Est-ce que ça veut dire que 4 ans de plus, il va pas aussi, son discours va pas ça va pas lasser? Même sélectionneur. Non, parce que en tant que sélectionneur, il les voit pas régulièrement. Franchement, quand tu es en club, tu vois plus ton entraîneur, ton manager que presque tes enfants et ta femme, parce que tu es toute la journée. Et en plus, tu rentres, tu repenses le soir, parce qu'il te dit, il te ronge l'oreille, mais parce qu'il te tient en éveil tout le temps, il te sort de toi le meilleur et de chaque joueur. Et en fait, c'est comme ça, mais sauf que ça a duré 1 an. La deuxième année, on n'est pas arrivé en finale, la troisième année non plus, et voilà. Mais c'est un sélectionneur par contre. Ok. Ouais, et puis je pense qu'il a des relais de com en équipe de France qu'il n'avait pas dans un club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit Rafael Ibanez prendre beaucoup de place, communiquer beaucoup sur la partie prépa physique. Il délègue vraiment beaucoup à Thibaut Giroud qui prend la main, sur la défense aussi. Donc, je pense que il a quand même les joueurs sur des périodes courtes. Là, ils ont vécu 7 semaines ensemble, mais je suis assez convaincu aussi qu'il a toujours eu un fonctionnement beaucoup plus adapté à une équipe nationale en termes de vision et de posture de manager que de club. Voilà, en tout cas, c'était cette séquence du tournoi Destination 2022 qui s'est refermée cette semaine par la victoire il y a une semaine au Stade de France, et cette belle soirée qu'on avait vécue sur Sud Radio, et cette conférence de presse donc mercredi, nous avons relaté ici avec Alexandre les meilleurs moments. On va bien sûr remercier Philippe. Merci Philippe Smanguero d'avoir été avec nous. Voilà. Merci, avec plaisir. Je m'en vais comme ça, j'ai pas de jingle, il n'y a pas de... Non, comme un presse. Mais voilà, avec... On se retrouve demain soir à 20h. Avec une forme en toute simplicité. Voilà, une forme de sobriété aussi. C'est important. Hein, c'est important dans le monde d'aujourd'hui d'avoir cette sobriété qui vous va bien en plus. Qui vous va bien. Il va retrouver Yvan Cujos là. Ah ben voilà, vous nous invitez à Yvan. Je dois chanter aussi. Je suis quand même un peu multicarte sur Sud Radio. Et ben voilà. Nous aussi, on est multi-compétition. Bon match, messieurs.